C'est un rendez-vous, c'est carrément la messe de l'actualité. Le grand débat sur Cam10 Télévision et naturellement, les fidèles sont déjà bien installés. Heureux ceux qui sont avec nous pour cette dernière édition de l'année 2024. Merci encore à tous nos followers d'être connectés sur la page Facebook de Cam10 et ceux qui sont nombreux sur les bouquets satellitaires. Sur Canal+, c'est le 3, 2, 1. Sur le bouquet Créolink, c'est le 41. TV+, Free Africa et les autres vous permettent d'être avec nous pour la toute dernière du grand débat cette année. Une dernière, mais avec une thématique assez profonde. À chaque palier du démembrement du grand débat, nous allons rentrer dans des questions pertinentes avec un panel, un casting de choix pour ce dimanche. Permettez-moi de saluer le top management qui nous permet de vous livrer encore une fois dans un décor high-tech la quintessence du débat républicain. Dans un instant, nous allons, comme de tradition, revoir ce qui a été en actualité majeure tel que pensé par nos confrères de la presse écrite. C'est la grande rétro de Clara de Maraps avec la signature réalisée de monsieur Mardoché Kuaté. Et juste derrière, vous me permettrez de dérouler le tapis à nos invités pour cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue. Installez-vous confortablement. Voici le grand débat. Bonjour Aimé Moukoko et bonjour aux panélistes de ce dimanche matin. Pour ce 29 décembre 2024, ouvrons la revue de presse avec le journal La Primeur de l'Info Plus qui propose en cette fin d'année 2024 les 12 meilleurs ministres de Paul Biya. Dans sa parution du 24 décembre dernier, l'on peut apercevoir à la une de l'hebdomadaire de Jean-Lambert Bellinga les visages de certaines autorités parmi lesquelles le directeur du cabinet civil de la présidence du Cameroun, Samuel Mvondo Ayolo, ou encore Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. L'on peut également citer le ministre du Commerce, Luc Magloambaga Tangana, ou encore le MINCAF, Henri Ebeaïssi. Le journal a précisé dans ses colonnes que 10 mois nous séparent de l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'opinion nationale, lasse d'attendre un remaniement ministériel, se propose de monter au créneau pour désigner ceux-là qui font la fierté du chef de l'État au sein de son gouvernement. Les chiffres sont fort éloquents, loin des flagorneries enregistrées par une certaine presse. Le 26 décembre, la primeur de l'Info Plus propose cette fois-ci la liste des 12 meilleurs DG qui se sont distingués par leur travail durant l'année 2024. Le journal attitrera sa une à ce sujet. Performance managériale 2024, voici le top 12 des meilleurs DG du Cameroun. Poumon de l'économie nationale, nos sociétés d'État sont dirigées par les hauts commis de l'État ayant bénéficié de la haute confiance du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le journal ajoute également dans ses colonnes que dans un contexte socio-économique dans notre pays marqué par la récession et la résilience, ces directeurs généraux ont fait montre d'une efficacité exceptionnelle malgré le dénigrement dans les réseaux sociaux. Poursuivons la revue de presse avec le quotidien Cameroun Tribune. Arbre de Noël 2024, la première dame clôture les activités au Crasset. Le journal a précisé à ce sujet, dans la solennité de la nativité, Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun, a présidé le 24 décembre la cérémonie de l'arbre de Noël au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. L'événement clôture la série des manifestations présidées en cette fin d'année par l'épouse du chef de l'État et qui a permis de donner du sourire aux enfants nés par in vitro, à leur mère génitrice ainsi qu'aux enfants du personnel du dit centre hospitalier. Également à la une de ce numéro de Cameroun Tribune, la réinsertion des ex-combattants de Boko Haram a fait la une. Le journal a précisé à ce sujet qu'après des années de formation pratique, civique et mentale, 708 pensionnaires du centre de transit de Mairie à l'extrême nord ont renoué avec la vie en communauté le 18 décembre dernier. Pour garantir le succès de l'opération, 16 hommes, femmes et enfants seront suivis pendant un an dans les différentes localités où ils sont installés par les équipes du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. L'objectif est de s'assurer qu'ils ne rejoignent plus les bandes armées.
Infrastructure routière, Afano Yoa dit merci à Paul Biya. C'est le titre choisi par le journal Info Matin pour nous faire savoir que les populations de cette localité de l'arrondissement de Yaoundé 3e ont ce 23 décembre exprimé leur gratitude au chef de l'État au cours de la cérémonie de mise en service officielle du tronçon éponyme co-présidé par le MINDEF Joseph Betty Assomo et son collègue du MINDEVEL Georges Elanga Obam. Les travaux ont été effectués par le génie militaire. Révolution sidérurgique au Cameroun. Le journal La Tribune a évoqué cette semaine dans son numéro du 27 décembre 2024 la construction d'un complexe moderne à Kribi. Le tri-hebdomadaire précise que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a donné le feu vert pour la construction d'un complexe moderne à Kribi. Une étape majeure dans le processus de mise en œuvre de l'exploitation de la mine de fer de Mbalam Nabeba au Congo. Le projet sous-régional majeur prévoit la création de plus de 20 000 emplois et pourrait placer Mbalam Nabeba comme le 5e pôle mondial de production de fer à terme. La cérémonie de pose de la première pierre du projet est prévue pour le 30 décembre 2024 côté des Kribi. Lutte contre la vie chère. Le journal La Météo annonce une baisse de 5 000 francs CFA par sac de riz en 2025. Dans ses colonnes, le journal a précisé qu'en lançant officiellement le 23 décembre dernier à Yaoundé l'opération spéciale Noël pour tous, le ministre du Commerce a également assuré que cette denrée ne connaîtra aucune pénurie durant toute l'année, non sans inviter les consommateurs à tirer davantage de cette vente promotionnelle des produits de grande consommation qui se déroule sur toute l'étendue du territoire national pendant les fêtes de fin d'année et au-delà. Terminons la revue de presse en nécrologie avec le journal Le Médiateur qui a présenté cette semaine le parcours de Paul Aya Abiné. Le magistrat et ex-avocat général à la Cour suprême a rendu l'âme au petit matin du 25 décembre à l'hôpital régional de Boya de suite de maladie. L'ancien candidat à l'élection présidentielle avait été également un député du parti au pouvoir avant de créer sa propre formation politique. Le journal a proposé cette semaine le parcours d'un homme qui a combattu sur tous les fronts et qui a achevé son existence dans un total dénuement. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Bon débat. Rendez-vous dimanche prochain. Rendez-vous dimanche prochain, merci Clara de Maras, mais rendez-vous l'année prochaine, puisque nous bouclons 2024 avec ce panel que nous allons justement présenter à l'instant, sans vous rappeler, forcément vous le savez, que vos contributions sont les bienvenues sur la page Facebook de Cam10 Télévision. Même si vous n'êtes pas devant le grand ou le petit écran, eh bien vous pouvez partager le lien et vivre ce débat républicain sur la chaîne qui porte bien son nom. Avec nous ce matin, des journalistes, des élus locaux, mais aussi des experts des questions spirituelles et même de médecine traditionnelle. Voilà qui va tracer un tout petit peu la ligne du débat de ce dimanche. Permettez-moi d'introduire un aîné, un journaliste, et d'ailleurs quelqu'un qui, aux premières heures de la télé, était déjà derrière le micro comme présentateur de débat. Mais ce matin, le stratège en communication qu'il est nous fait le bonheur de sa présence. Bonjour, Alain Amasoka. Bonjour Aimé, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Vous permettez que, à ce jour, au crépuscule de cette année, nous puissions également, par anticipation, exprimer nos voeux les meilleurs pour l'année 2025. Je suis très honoré d'être de la partie de ce plateau qui monte en puissance en matière de positionnement sur l'espace médiatique télévisuel, d'être parmi vous pour la clôture de cette année dans le cadre des débats télé chaud. Merci beaucoup Alain Amasoka. D'ailleurs, d'aucuns m'ont dit ils auraient bien voulu être là parce que c'est un casting assez difficile tous les dimanches. Mais nous, quand nous avons le bonheur de déplacer le maire de Ngoumou pour la ville de Yaoundé, qui porte aussi la voix du RDPC, c'est du pain béni ce matin. Bonjour Jean-Baptiste Atemengue et bonne année d'avance. Bonne année aussi, ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs. Je leur souhaite tous les meilleurs vœux de santé et de réussite à tout le peuple camerounais, sachant l'enjeu politique de 2025. Je pense que chacun d'eux exercera son devoir civique et choisira le président de la République qu'il faut
en 2025. C'est un téléspectateur amoureux et fidèle du grand débat. On nous faisait remarquer que vous faites partie des invités les plus présents à l'antenne du grand débat. C'est un honneur pour nous. J'espère que 2025 nous permettra encore de vous avoir et vos différentes casquettes. C'est donc Jean-Baptiste Atemengue. Et justement, on parlait de journaliste. Alain Amasoka est tout proche du directeur de publication, mais aussi une casquette de chercheur. On parle de Monsieur La République. C'est le quotidien qui nous impose l'actualité tous les matins. Et le dimanche, il se prête au jeu du débat. Timothée Essomba Bena, bonjour. Bonjour Aimé, bonjour à mes co-discutants, bonjour aux millions de téléspectateurs de CAM10. Mon bonheur est une nouvelle fois heureux d'avoir été convié à cette agape intellectuelle très sélecte. C'est le moment aussi de présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble de la population camerounaise et plus particulièrement aux agents publics qui, avec des salaires relativement bas, vivent dans une précarité inédite, mais continuent de battre le pavé, de vaquer à leurs occupations, sans que les uns et les autres ne se posent la question de savoir comment, avec de tels salaires, les agents publics du Cameroun font pour vivre. Vivement qu'en 2025, les conditions de travail des agents publics soient revues. Merci à Timothée Essomba, d'ailleurs très belle tenue, il porte bien le Grand Ouest, le Grassfield, et d'ailleurs il n'est pas seul, la coïncidence aurait voulu qu'ils soient tous assis du même côté. C'est un visage que vous connaissez sur les plateaux télé et même à CAM10 Télévision, 1001 casquettes, mais on va peut-être s'arrêter sur celle de guérisseur et médium, même s'il est aussi très à l'aise sur les questions d'actualité et même des questions environnementalistes, puisqu'il en est un expert. Le mage Albin est notre invité du grand débat ce dimanche. Bonjour mage. Bonjour Aimé, bon, je salue tout le panel, je salue vos millions de téléspectateurs. On va dire que la tenue reflète aussi la richesse du pays dans sa profondeur traditionnelle. Je suis camerounais dans sa nature profonde et je suis fier de l'être. Merci à vous, mage Albin. On va justement boucler le panel avec Jean de Dieu Evuna. Ce n'est pas sa première et ce ne sera pas sa dernière sur le grand débat. Lui qui nous retrouve encore ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Coco. Bonjour à l'ensemble de la grande famille de l'église évangélique de Réveil qui subit actuellement des affres du gouvernement. Je voudrais leur souhaiter par anticipation la bonne année et leur tenir de leur rappeler tout simplement que la persécution et la tribulation sont dans la nature de l'Église. Alors nous tenons bon et continuons à persévérer dans la voie du Seigneur. C'est tant mieux pour vous qui êtes non seulement révérend pasteur, mais aussi président de l'organisme africain de développement des familles, donc acteur de la société civile. Ouais. On parlait justement de religion. Ouais. Ce sera au menu tout à l'heure, vu que nous avons traversé la nativité et beaucoup de sorties, notamment ceux du prélat, qui ont interpellé d'ailleurs plus d'un républicain sur la question des présidentielles en 2025. Mais après la transition, on plante quand même le décor avec cette nouvelle approche concernant le mariage coutumier. Eh bien, il faut dire que la nouvelle loi désormais reconnaît, officialise la dot et d'ailleurs le contrat coutumier. Ce sera l'occasion, peut-être pas sans, on va dire sans transition, puisque c'est une mise en bouche, un commentaire pour chacun. Pourquoi pas se tourner d'abord vers l'église? On sait que l'église forcément n'est pas administrativement une exigence pour le mariage, mais l'état civil chez l'officier, chez le célébrant, eh ben, c'est une voie incontournable, sauf qu'aujourd'hui l'État, via le décret du président Paul Biya, reconnaît désormais le mariage coutumier et l'impose lors de la publication des bans. Donc, on ne pourra plus jongler. Quel est votre regard sur cette actualité? Monsieur Mokoko, vous avez souligné que je suis président de l'organisme africain de développement des familles. Lorsqu'on parle donc du mariage, on parle de la famille. Le 19 décembre, nous avons exposé lors d'une conférence au siège de l'UNESCO qui était la réinventer le patrimoine culturel au travers de la créativité féminine. C'était la journée internationale de la femme africaine. Notre thématique était justement
questionner pourquoi il n'y a pas les noms des femmes dans les livres d'histoire du Cameroun. Et donc, durant notre exposé, nous avons défini que la qualité de la femme détermine la qualité de la famille. La qualité de la famille détermine la qualité de l'individu et la qualité de l'individu détermine la qualité du citoyen. Voyez-vous, donc, nous pourrons dire qu'avec ce décret, c'est une avancée majeure. Majeure pourquoi? Sur le plan sociologique et culturel, cela restructure le fondement de la famille, non seulement selon nos traditions, mais aussi selon les saintes écritures, c'est-à-dire le mariage, le véritable mariage, c'est la dot, c'est le mariage coutumier, puisque la Bible dit que c'est au père de donner sa fille en mariage. Donc, nous disons que c'est une avancée majeure, puisque lors de cette conférence, nous avons défini qu'il était urgent qu'il y ait des assises des assises, c'est-à-dire que le ministère de la Famille et de la Femme convoque des assises nationales pour déterminer un statut de la famille et de la femme. Et nous croyons que ça va dans le même sens, c'est-à-dire lorsqu'on reconnaît la valeur du mariage coutumier, parce qu'il y avait beaucoup de jongleries. Moi, je connais un monsieur qui a doté une femme, il en a fait peut-être 7 mariages coutumiers. Voyez-vous, il n'y avait aucun contrôle, il n'y avait aucun suivi, il n'y avait aucun encadrement institutionnel, il n'y avait pas de loi là-dessus. Et nous croyons que cela protège mieux, non pas le genre seulement, mais aussi et surtout la famille qui a besoin d'être, qui est le socle de la société et qui se doit d'être protégée par les lois, et parce que nous savons aussi que le mariage, c'est l'institution divine. Merci Jean de Dieu et Vouna. C'est vrai que le mage Albin a aussi une casquette d'anthropologue, hein, mais sur nos valeurs. Et collé à ce texte, je voudrais juste lire l'article 49 à son alinéa 1. Les époux doivent déclarer le mariage coutumier à l'officier d'état civil aux fins de transcription. La déclaration peut être faite à l'officier d'état civil ou du lieu de naissance ou de résidence des époux ou le lieu de célébration du mariage coutumier. Et dans les autres alinéas, on rappelle que l'officier publie la demande de transition du mariage coutumier par voie d'affichage et la communique aux officiers d'état civil des lieux de résidence de naissance des époux. Est-ce que ça vient mettre fin à certaines pratiques pas très saines de quelques Camerounais qui souvent contournent les questions de dot? Parce qu'il faut le dire aussi, beaucoup de Camerounais vont à l'état civil sans avoir eu un contrat coutumier, un acte coutumier, ou alors pour vous ça reste des choses faites par le passé, juste actées dans les écrits par ce décret. Mage Albin. Bon, déjà, il faut dire que ce qui est écrit et ce qui est écrit, c'est vrai, mais qu'est-ce que le mariage traditionnel? Et pourquoi est-ce que les gens ne dotent pas la femme? Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. La dot est chère. Tu ne vas pas pouvoir doter quelqu'un à 3 millions de francs alors que tu n'arrives pas à manger. Il faut déjà comprendre cela. La dot d'abord est chère. Et puis, les gens ont négligé la symbolique de la dot. La symbolique de la dot, c'est la chèvre, c'est le vin de palme, c'est le jujube, qu'il fait le rituel et la cola. C'est ça la dot. C'est le rituel de la communion entre les vivants et les morts. C'est le rituel de l'union de deux familles. Ce n'est pas l'union d'un homme et d'une femme. En Afrique, c'est l'union de deux familles. Il faut qu'on le retienne. Ce n'est pas individuel. Et c'est pourquoi la dot se fait sous forme d'une palabre. Et quand tout le monde est d'accord, le père demande à sa fille, je peux boire ce vin? Il faut comprendre cette symbolique. C'est ça la dot. C'est ça l'expression de faire une même chair. Donc alors, si déjà quelqu'un n'a pas moyen, autour de cela, on a greffé les porcs, les ceci qui coûtent énormément cher. Quand quelqu'un n'a pas moyen de pouvoir avoir cet argent, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire sa famille. Il fait un acte de mariage derrière. Aujourd'hui, j'espère que la loi va aussi cadrer les abus qu'il y a dans la dot. Qu'on puisse permettre aux plus pauvres aussi de pouvoir faire une dot qui lui permet, avec ses moyens, de pouvoir faire la famille. Ou encore, que l'État trouve des palliatifs pour que les gens aient l'argent. Parce que les gens sont pauvres. Le vrai problème de la dot, c'est la pauvreté. Ce n'est pas les gens qui refusent de doter. Quand tu aimes déjà une femme, tu sais que tu dois lui donner des honneurs. Nous sommes africains. Et on sait que la dot chez nous, le mariage chez nous, c'est la dot.
Ce n'est pas le papier qu'on écrit. Parce que le papier que tu signes n'enlève rien de l'amour ou de la haine que tu peux avoir pour quelqu'un à un moment donné. Mais la dot, si le rituel est fait, parce que de nos jours même on constate qu'on vous apporte à manger, on ne fait même plus le rituel traditionnel. Quand on ne fait pas le rituel traditionnel, ok, vous êtes ensemble mais vous n'êtes pas mariés. Vous faites ce qu'on appelle l'attachement possessif. Et de cet attachement possessif, le mariage peut se gâter n'importe comment. Or, quand la dot est faite avec le rituel, il n'y a pas de séparation. Voilà. C'est la mort qui va vous séparer. Merci Maj Albin. Alors, je rappelle quand même que c'est une mise en bouche. Donc, ce sera une seule prise de parole pour chacun, un commentaire par rapport à cette situation, mais qui a relevé beaucoup de débats sous d'autres cieux. Le statut social actuel ne permet pas à toutes les personnes qui veulent se marier et de passer d'abord par le mariage coutumier. Il y a des arrangements, il y en a qui font des arrangements et après ils viennent gérer la dot après avoir signé l'acte. Quel est votre regard, Timothée et Somba Abena? D'ailleurs, la République, lors du décret, est revenue, votre journal, sur cette actualité. Est-ce que c'est enfin le ouf de soulagement pour les familles qui se font souvent berner, ou alors c'est une condition qui est comme un épée de Damoclès pour les futurs mariés qui nous regardent en direct sur Cam10 Télévision? Non, cher Aimé, lorsque parfois nous interpellons, c'est pour que les choses bougent dans le bon sens. Et cette loi rentre dans les décisions gouvernementales qui font bouger les lignes dans le bon sens. Voyez-vous, le mariage civil emprunté de l'Occident était difficile, rempli de procédures et parfois, dans nos cultures, n'avait pas la même valeur symbolique. Je connais des régions au Cameroun où on ne se marie pas chez monsieur le maire. Le mariage équivaut, c'est le mariage coutumier. Donc, cette loi, pour moi, est une grande avancée dans un contexte où on parle davantage des questions de ces rapports contre nature. La loi remet la tradition au cœur. Et nos traditions sont contre ces choses que l'on veut nous imposer. Donc, il y a ce premier aspect de retour au principe de la tradition africaine qu'il faut noter. Il y a les bons points du point de vue du droit. Désormais, le mariage coutumier transcrit légitime les enfants, les protège au niveau des droits successoraux, protège la veuve. On connaît comment ces derniers étaient souvent maltraités parce qu'on estimait, et c'était difficile même pour le juge, de donner raison à la veuve alors qu'elle n'a pas d'acte de mariage. Donc, le premier pas est de célébrer. Le deuxième pas aujourd'hui est d'éduquer les légataires de la tradition à non pas seulement célébrer le mariage traditionnel, mais à encourager les époux à le transcrire, à le faire transcrire, c'est-à-dire le faire enregistrer dans le fichier ou le registre d'état civil. C'était un fait qui aujourd'hui va devenir un acte d'état civil. C'est une très bonne chose. Maintenant, le commentaire que je peux faire à ce niveau, c'est que le mariage coutumier, par essence, comme l'a dit le mage tout à l'heure, se veut simple. Une dot raisonnable, pas de grande procédure. Et c'est la raison pour laquelle certains se limitaient au mariage coutumier. Aujourd'hui, on va célébrer nos mariages coutumiers tranquillement et on va juste les faire transcrire. Plus besoin, après votre mariage coutumier, en fait, vous n'êtes plus obligé d'aller voir monsieur le maire pour célébrer le mariage civil, sauf si vous avez trop de moyens pour multiplier les faits. Donc, c'est une avancée qui va permettre à ceux qui étaient déjà coutumièrement mariés de légaliser, d'avoir une légalisation de leur union, une légitimation de leur union. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit coutumier s'en trouve étoffé. Parce que désormais, la coutume revient au cœur du mariage. Et c'est un élément, pour moi, qu'il faut saluer avec la dernière énergie. Merci, confrère Timothée et Somba Abena. La question, on en a discuté même entre collègues en interne avec la rédaction centrale de Cam10 Télévision. Clin d'œil à Larissa Likeng. Ça protège, mais est-ce que ça ne vient pas faciliter un peu, conforter ceux qui vivent dans le concubinage, le viens en reste? Parce que finalement, si on n'a plus l'obligation d'aller vers monsieur le maire, il aura le dernier mot sur la question. C'est que une fois qu'on a doté sa femme, basta, on vit comme on veut, sans revenir un peu aux traditions modernes du port des alliances et la célébration festive. Quel est votre regard en tant que républicain, Aléa Masoka? Non, écoutez, les prédécesseurs ont ouvert la boîte Pandore
ils ont développé des arguments que je reçois. Je ne vais pas revenir dessus, mais il faut inscrire globalement cette innovation dans le cadre des avancées, effectivement, des avancées positives sur la question du mariage dans notre société. Moi, je crois qu'il faut davantage voir une espèce de consolidation de l'inculturation de cette réalité sociale, parce que on peut l'observer au constat, toutes les dérives qui commencent à émailler, n'est-ce pas, je veux dire, les questions de relations de mariage dans notre société, sans doute parce qu'il y avait, comme, si vous voulez faire un diagnostic historique, comme s'il y avait une espèce de volonté manifeste de faire de juxtaposition mimétique entre la civilisation moderne et les réalités socio-traditionnelles de notre continent. Je crois qu'il y avait déjà ces difficultés. Comme l'a dit tout à l'heure le traditionnaliste, il est difficile de pouvoir opposer des gens qui s'aiment à la contrainte financière. Cela va favoriser, évidemment, comme cela a été également dit, des espèces de clandestinité sentimentale. Et je crois que cette avancée juridique vient conforter, vient déblayer, vient rassurer, n'est-ce pas, que la question sentimentale dans le cadre des noces est une question qui est fondamentale pour la société à travers le premier socle, comme l'a indiqué ici d'autres personnes, la famille. Mais je reste très dubitatif sur les résistances, sur les pratiques, non seulement des individus. Je crois que vous évoquez un de ces aspects. La question c'est, j'ai jeté un coup d'œil sur cette loi, ainsi que vous me l'avez proposé avec beaucoup d'intérêt. Je continue de penser que cette régulation judiciaire doit se prolonger sur la question financière. Vous comprenez? Parce qu'au retour des fondamentaux de la symbolique du mariage, comme l'a indiqué le traditionnaliste, aujourd'hui, je pense que c'est quasiment hors des questions dans les perceptions. Vous voyez donc les surenchères qui s'égrènent, qui s'avalanchent au fur et à mesure. Je crois que c'est une dérive sociale qui est extrêmement préoccupante. Je pense que la loi doit s'occuper de cela. Si vous allez épouser une femme et qu'on vous demande 15 sports, tout l'amour que vous aurez pour elle, s'il ne coïncide pas avec votre poche, je crois que cet amour-là va être très mouvementé, très perturbé. Donc je crois que la régulation judiciaire doit regarder également cela. On a commencé par un premier acte qui est notable. Maintenant, on doit poursuivre la réflexion de cette législation pour permettre effectivement, mon prédécesseur l'a dit, hein, il faut le dire clairement, il y a menace en la péril, en perspective, si on ne protège pas la famille, parce que les influences géopolitiques exogènes se déroulent avec, j'ai envie de dire quoi, une massification de pression. Vous voyez des gens qui veulent vivre d'homme à homme, de femme à femme, et vous voyez que vous, les influences internationales, transnationales, veulent faire quoi? Nous faire passer que j'ai envie de dire quoi, cette manière de vivre, ce mode de vie est acceptable, avec toute la pression, j'ai envie de dire quoi, je le redis encore, géopolitique, économique, et même de chantage avec des relais locaux, suivez mon regard. Et cela, je veux dire, on l'a dit il y a quelques semaines ici, il y a une dame qui s'est quasiment positionnée dans notre société comme défenseur de ce type de mode de vie. C'est très très grave. Et quand une société ne se lève pas, ne se dresse pas contre cette pratique, vous allez constater que justement ce substrat social du point de vue du mariage, qui reste toujours menacé, si la loi ne protège pas ces dérives, je peux vous garantir que cette volonté de faire avancer la famille dans notre société risque d'avoir un problème. Regardez par exemple la résistance, mais très j'ai envie de dire quoi, minimale, qui s'est déroulée en France sur la question de la famille. Mais écoutez, ces pressions ont été englouties, enfin je veux dire cette pression positive ont été englouties par la force de la puissance de ces lobbies qui veulent propager des valeurs diaboliques. Donc je crois que l'État du Cameroun, la gouvernance, le gouvernement doivent prêter très très attention, parce qu'il s'agit de garantir à l'avenir de notre société des référents, des repères, n'est-ce pas, qui bénéficient et qui correspondent notamment à nos réalités socio-traditionnelles, socio-culturelles, pour que justement demain, n'est-ce pas, notre continent puisse en tirer profit. Je conclue par là.
Le Cameroun, non, je parle au Cameroun. En Le continent, c'est 2 milliards en 2050. Aujourd'hui, on a 1,3 milliard. Je tiens à vous dire que l'enjeu démographique est l'un des enjeux de la puissance économique. Merci Alain Amassoka. On va terminer ce tour de table sur la question du mariage avec un officier d'état civil. Et d'ailleurs, il est clair que cette loi remet la tradition au cœur du débat du mariage. Mais à côté, il y a comme cet obstacle par rapport aux ressources. Celui qui n'aura pas le contrat coutumier ne pourra pas prétendre aller voir Monsieur le maire. Est-ce que ce n'est pas une porte de rétention de beaucoup de jeunes dans ces circonstances où aujourd'hui, difficile de contourner encore la dot ou de la payer de façon progressive? Comment on se fait? Qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle loi? La thématique est au bas de l'écran. Jean-Baptiste Atemengue. Alors, je crois que mes prédécesseurs ont évoqué l'aspect ambivalent de cette loi. Je crois qu'il y a une diversité de coutumes déjà au Cameroun. Il y a des endroits où la coutume simplifie la dot. Il y a des endroits où il y a une perversion manifeste de ce rite traditionnel, avec la surenchère en termes de coûts. Et c'est là où beaucoup de couples sont bloqués pour légaliser leur union, parce que le mariage est une union légale, donc encadrée par la loi. C'est pour ça que, de façon symbolique, le gouvernement, je crois le ministère de la Famille, organise souvent des mariages collectifs pour simplifier et légaliser, protéger ces familles, parce que ces couples qui vivent dans une situation de concubinage ont des enfants, et ces enfants se retrouvent sans droit, sans protection. Au cas où l'un des parents disparaîtrait, ça crée des problèmes au niveau de la société. Donc l'ambivalence, c'est le fait que là où la coutume est simplifiée, là où la coutume simplifie le mariage, la transcription, c'est un acte aussi simplifié qui permettra donc à ces familles de légaliser leur union. Mais là où la coutume est compliquée et complexe, ça ne réglera pas le problème. Il faut savoir que cette loi vient de modernisation de l'enregistrement des faits d'état civil et est issue d'une nécessité de régulariser à peu près 7 millions de Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance. Alors, quand il n'y a pas d'acte de naissance, très souvent, en amont, c'est le fait que les parents même n'ont pas d'acte de naissance ou n'ont pas de carte d'identité. Ça, c'est un problème fondamental aujourd'hui. Et aussi parce que parfois, l'union entre les parents n'est pas légalisée. Et donc, la maman attend un père qui n'est pas l'époux de la maman pour qu'ils aillent faire enregistrer la naissance de l'enfant, et les délais de 3 mois, de 6 mois à la limite sont largement dépassés, et l'enfant se retrouve scolarisé sans acte de naissance. Donc tout ce qui peut concourir à favoriser cet enregistrement universel des faits d'état civil est une bonne chose. Donc là où la transcription des mariages coutumiers va simplifier les choses, tant mieux, mais il y a des endroits aussi où ça ne réglera pas le problème, parce que lorsque la dot est un blocage, d'ailleurs là on les ramène dans cette prison de la tradition. Donc il y a une ambivalence, il faudra gérer en fonction des situations. Monsieur le maire, peut-être en 30 secondes, est-ce que ça ne limite pas la ruée des nouveaux mariés vers vous, monsieur le maire? Une fois qu'on a géré le contrat coutumier, on n'a plus besoin des agapes et autres, encore que les temps sont très compliqués pour la majeure partie des Camerounais. Est-ce que vous n'avez pas peur pour vous, le célébrant, de ne plus avoir autant de Camerounais volontaires à porter les alliances de façon officielle, puisqu'on a déjà le contrat coutumier qui est reconnu par la loi? Pour l'instant, c'est la coutume dans certaines régions qui bloque l'arrivée massive des gens chez l'officier d'état civil, justement la dot et les autres paramètres différents, familiaux, et ainsi de suite. Donc, mais la modernisation est en quelque sorte inéluctablement une simplification. Et la simplification, ça sera toujours devant
l'officier d'état civil, parce que dans les sociétés modernes où il y a des pressions professionnelles et tout le reste, d'insertion professionnelle des jeunes et d'investissement pour l'installation même de ces jeunes, c'est la simplification qui va l'emporter, qui va se développer. Et ça sera devant l'officier d'état civil. Il faut savoir que dans les sociétés occidentales, européennes, par exemple, il y avait la dot, et il n'y en a plus. Les pays qui ont l'institution, le rite de dot le plus compliqué, je pense que les législateurs là-bas s'y intéressent, en Chine, en Inde, là où ça crée de plus en plus de problèmes dans les sociétés modernes, pour simplifier et pour sortir justement de ce carcan. Donc je pense que les officiers d'état civil n'ont pas de crainte à avoir. Au contraire, c'est chez eux que la simplification va ramener tout le monde. Et le mariage n'a pas besoin d'une grande fête. La dot ne doit pas être une condition, même pas une condition légale d'opposition à un mariage. Donc une fois que deux individus de sexes différents voudront se marier, comme le dit la loi camerounaise, ils peuvent venir avec 2 témoins. Les chefs de famille ne sont même pas obligatoires dans la loi camerounaise. C'est une coutume qu'on a préservée. Donc il suffit qu'il y ait 2 témoins pour que l'officier d'état civil signe un mariage. Il n'y a pas besoin de fête ni de dot préalable. En tout cas, on va essayer de vivre les derniers jours de l'année. Il y a beaucoup de mariages en célébration. Certains qui étaient encore hier. La question ne va pas tourner en débat, mais on espère que ce qui se fait déjà dans la tradition ne va pas être un peu plus englouti dans des blocus, puisque aujourd'hui, la question de simplifier le mécanisme qui met en commun 2 êtres, et pas que, comme le disaient certains, c'est 2 familles, et ça passe aussi par la reconnaissance des différentes familles, mais la protection des enfants nés sous le mariage ou même des familles, c'est aussi une question pertinente en profondeur. Mais je voulais terminer quand même en disant que c'est le principe qui va moderniser notre système d'État, c'est vraiment la simplification. Il faut savoir que dans une société moderne, les actes de naissance n'existent plus. On enregistre, il y a une souche à la mairie, et lorsqu'on veut un extrait, même par SMS, on l'obtient. L'acte de mariage en lui-même signé n'existe plus. En Europe, dans tous les pays modernes, on ne vous remet pas un papier que vous êtes obligé de garder sous le lit toute votre vie. Ça, on l'enregistre au lieu une sorte de transcription, et vous partez. Vous savez que votre fait d'état civil, naissance, mariage ou décès, est enregistré à tel endroit et il y a un fichier national. Donc il faut simplifier pour que l'enregistrement universel de tous ces faits se passe rapidement et facilement pour tous les citoyens. Merci, monsieur le maire, qui a eu exceptionnellement un dernier mot, puisque c'est le célébrant sur ce plateau, mais on va peut-être revenir plus tard sur cette question davantage avec les avis multiples et divers des profils sur le grand débat de ce matin. La petite transition nous permet de parler encore de la famille, mais aussi de la République, vu que la fête de Noël ou de la Nativité a été célébrée avec davantage des messages qui portaient pour 2025, et on en reparle juste après cette transition. Bon dimanche à tous les célibataires ou futurs mariés qui nous regardent en direct sur Cam10 Télévision. D'ailleurs, je salue à toute l'équipe technique portée par Roméo Envela, lui déjà marié, mais qui pourra aussi inspirer ses autres derrière la production de ce programme. Mage Albin, guérisseur médium aussi. Vous avez eu vent de ce que la célébration de la Nativité cette année a été en teinte de messages forts et
de qui? Quand on voit la sortie de Monseigneur Jean Barga, quand on voit celle de Cléda, ça donne quand même à réfléchir sur les perspectives de 2025. L'un qui, comme d'habitude, n'est pas passé par quatre chemins pour dire que celui qui préside aux destinées du Cameroun, son excellent Paul Biya, devrait peut-être se reposer. Et à côté, l'appel pour la paix, surtout en cette période électorale. Est-ce qu'il faut voir en ces sorties un message qui plante un décor de doute ou davantage pour rassurer les Camerounais, les citoyens, sur ce que 2025 sera une année de paix dans la profondeur des élections présidentielles qui sont annoncées? La première question que je me pose, pourquoi parler de paix? On prépare la guerre? Je pense que quand on parle déjà de paix, comme si nous étions déjà en guerre. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le Cameroun soit en guerre. Et puis, les messages que j'ai pu suivre m'ont un peu gêné parce que je pense que l'Église n'a pas le droit d'avoir un regard sur les affaires politiques. L'Église est là pour éduquer l'homme à la spiritualité, à la connaissance de soi. Et au-delà de ça, au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle la liberté, le libre arbitre. Vous savez, nous sommes dans un pays de droit, nous avons une constitution et je pense que la constitution est claire. Et je pense que quel que soit l'homme, même moi qui suis, je n'ai pas le droit de porter un choix sur un candidat à dire tel ne doit pas se présenter, tel doit se présenter. Si quelqu'un estime qu'il a les capacités de pouvoir gérer les gens, il va à la bataille de l'élection et s'il peut gagner, il gagne. C'est mon point de vue. Je pense que personne n'a le droit de choisir l'autre que non. Le critère de vieillesse, c'est lequel? Quels sont les critères qui font à ce qu'on dise que tel ne doit pas se présenter, il doit aller se reposer, il est ceci? Qu'est-ce que nous avons pu remarquer, que nous pouvons dire ouvertement que ceci, nous ne voulons pas? Je pense que nous devons respecter le libre arbitre des gens. Attendons d'abord voir si ceux qui vont se présenter, parce qu'on ne sait même pas encore qui sont déjà, qui se présentent, qui disent moi je serai à l'élection présidentielle, on ne connaît pas encore tous. Et pour moi, il faut attendre. Chacun a la liberté de choisir qui il veut être, qui veut choisir comme son président. Merci Marge Albin. J'aime bien la précision et la concision. D'ailleurs, que ce soit contagieux pour les autres acteurs sur le plateau, qu'on aille très court pour nous permettre de faire au moins 3 tours de table. On parle de l'Église en général. C'est vrai que c'est un acteur de l'Église catholique, mais pasteur Jean de Dieu Evouna, dans beaucoup de paroisses, dans beaucoup de congrégations, on a aussi parlé de 2025. Est-ce que le timing est opportun quand on évalue ce qui va arriver? Tout le monde sait qu'il y a les élections, mais pourquoi insister sur cet aspect de paix en temps électoral du Cameroun en 2025? Il faut déjà dire que l'Église, ou alors la religion et le politique sont intimement liés, parce que les deux vont à la quête des âmes. Et lorsque nous regardons l'histoire des grandes nations, la société, par exemple, britannique est liée à une religion, c'est-à-dire le roi est le patron de l'église anglicane et suivi d'un archevêque, d'un cardinal. Donc, il faut le dire que l'église n'a pas le droit à la parole des questions politiques, c'est vouloir museler l'église. Pourquoi? Parce que l'église, dans d'autres nations, même dans des pays, nous avons le Congo démocratique, il y a le Nigeria, il y a même le Togo, où l'église a une place prépondérante sur des questions de paix, parce que l'église est censée promouvoir la paix dans la société, parce qu'elle contribue au développement du capital social que le politique est censé implémenter pour permettre à la société de jouir du bien-être. Alors, le timing, oui, le timing est le bon. L'Église est dans ce rôle. Puisque l'Église, dans un pays, l'Église est dans ce système, dans cet ensemble corporatif qu'on appelle la société civile. Elle agit comme ça dans les pays laïcs, où elle a la voix. Et la société civile, c'est quoi? C'est ce médiateur entre l'ordre gouvernant et la société, qui a sa voix à interpeller, à rassurer, à promouvoir, à contribuer au développement du capital social et à impulser une dynamique de paix. Bon. Maintenant,
lorsque nous écoutons d'une part Monseigneur Cléda, c'est un avis d'un homme d'église, d'un homme de Dieu, selon ses propres convictions. Il est aussi libre de le dire, de convoquer la transition, de penser à ce qu'il est peut-être temps qu'une autre dynamique puisse se mettre en place. On ne saurait le lui refuser. C'est aussi faire montre d'une volonté de mettre l'Église en général comme où les gens c'est Monseigneur Ndokmo qui disait ceci: on ne peut parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Nous ne pouvons pas amener les gens au ciel comme si la terre n'existait pas. Notre rôle ici, c'est de promouvoir ce cadre dynamique, ce cadre de prospérité, ce cadre de paix. Dire donc qu'on n'a pas la voix à la politique, c'est mal comprendre et mal connaître les questions religieuses, les profondeurs de l'Église. Car l'Église catholique en elle-même est un État spirituel et politique. Donc, il ne faut pas, pour moi, ce n'est pas étrange. Quant à la sortie de Monseigneur Mbarga, c'est le rôle de l'Église de prémunir, de promouvoir, de donner des alertes sur des questions sociales. Par exemple, la paix. Nous avons vécu en 2018 une avalanche de discours de haine qui a brisé, fragilisé le tissu social, avec des noms, avec des communautés qui se sont levées entre elles, avec des slogans qui sont sortis, port et ocre, on connaît tout ça, avec des Bami Pawa, Super et Kang, machin. Non, il faut, c'est à l'Église de dire que ça soit cessé. Voilà. Ça doit cesser. C'est à l'Église d'interpeller l'ordre gouvernant, de mettre en place des mécanismes, que ce soit sur le plan socio-politico-médiatique, parce que c'est par là que ça passe, politico-médiatique, que ce genre de discours ne soit plus. Quand l'hommage dit que est-ce que nous sommes en guerre, il n'y a pas qu'une seule forme de guerre, c'est-à-dire porter des armes. La langue est une arme. Si je me mets à te stigmatiser, c'est une guerre que je déclenche. Donc, je crois que ces deux hommes de Dieu, ils sont dans leur rôle, dans leur posture et dans leur libre expression de manifester, de prêcher la paix, l'ordre de donner des alertes au cas où, comme lui-même l'a dit, selon ses convictions, qu'il prouve que un potentielle candidature serait irréaliste. C'est aussi sa posture. Une nouvelle mandature en tout cas. Alors, Jean de Dieu et Vouna, d'ailleurs, vous êtes droit dans vos bottes. L'Église a son mot à dire en pleine célébration de nativité. D'ailleurs, il n'y a pas que. On se souvient aussi que pendant les événements dans le Nozo, quand c'était encore très tendu, on a vu la sortie aussi des hommes d'Église, donc qui se sont impliqués, qui ont même demandé aux politiques davantage d'avoir un regard sur la situation de ces communautés. Pourquoi aujourd'hui ça devrait fâcher quand on évoque déjà les présidentielles 2025, même pendant la célébration de la nativité? Allez à Masoka. Écoutez, mais moi j'aime pas la tricherie. Moi je suis journaliste. Le journaliste est condamné à la relation des faits. J'estime qu'il y a de la tricherie dans cette affaire. Il y a de la tricherie parce que, quand vous avez remarqué, les gens sortent de leur posture, utilisent leur appartenance organique au niveau social pour pouvoir exprimer leur opinion. On n'est pas très loin de la manipulation et de l'instrumentalisation. Non, attendez. Je comprends que chacun veuille prêcher devant sa chapelle. Non, la question fondamentale, monsieur le pasteur, c'est de pouvoir régler les problèmes des Camerounais de manière objective et neutre. Quand vous parlez de Monseigneur Cléda, est-ce que Monseigneur Cléda parle en tant que Cléda, en tant que archevêque, ou nous oublie-t-il qu'il y a un organe de régulation, il y a un organe d'organisation de sa corporation qui doit se prononcer? Cela a-t-il été fait? La réponse c'est non. À partir de ce moment, commencez à vous poser des questions. J'aime bien écouter celui de Monseigneur Mbarga, qui lui fait l'effort de rester dans une posture de médiateur social. L'Église a l'obligation de neutralité. L'Église a l'obligation de transcender. L'Église est probablement le prolongement de Dieu. L'Église n'est pas clivante. Elle n'est pas clivante. Elle n'est pas partisane. Elle doit avoir une posture médiane. Dans le cas d'espèce,
je m'interroge. Écoutez, que je vous livre ma lecture en tant que spécialiste en communication. Nous sommes dans une présidentielle 2025 qui est annoncée. Évidemment, je suis d'accord avec le traditionnaliste qui estime et qui se pose des questions. A raison. Y a-t-il une guerre qui est préparée? Demandez aux sociologues. Ils vous donneront ce qu'on appelle la lecture du dédain, le discours non officiel. Y a-t-il quoi, un agenda qui est derrière? Allons plus loin. Comme il a dit, pourquoi dans un contexte démocratique devons-nous imposer une espèce de dictature démocratique? Permettez-moi le plaidoyer, l'appellation. Pourquoi pensons-nous que quelqu'un ne peut pas postuler devant les Camerounais de manière libre alors que les conditions sont réunies? Quelle est cette démocratie où on vous dit ne faites pas, vous, l'autre peut faire? C'est quelle qualité de démocratie? Je dis ça trivialement. Du point de vue de la communication, notez que c'est la guerre de la communication qui se déroule. Elle se déroule entre acteurs politiques. On peut encore comprendre leur tempérament, leur positionnement, leurs déclarations qui sont péremptoires, qui sont, je vais dire, bref, ils sont dans une espèce de dimension d'approche de propagande. Mais quand vous êtes hors du champ politique et que vous tenez des discours des acteurs politiques qui sont inscrits dans la propagande, c'est une dérive. C'est une dérive. Remarquez très bien, hein, dans notre société, on pistonne d'abord les acteurs politiques. Ils utilisent aujourd'hui les nouveaux médias que sont les réseaux sociaux. Ils n'ont pas l'accès facile à tous les médias qui n'ont pas le même impact. Et puis après, au-delà de cela, vous avez des discours, d'abord des discours de dénonciation, d'opposition, cela va de soi. Mais quand vous commencez à avoir des discours de radicalité, des discours d'exclusion, ça participe justement à un rapport de force que vous voulez engager pour amener des gens à vous suivre, non plus dans des choix démocratiques, mais plutôt dans des options insurrectionnelles. Écoutez, dans l'urne, monsieur le pasteur, chacun est libre de pouvoir choisir celui qu'il décide dans sa pleine conscience. Dans l'urne, quand vous allez dans une urne, on ne vous dit pas il y a tel qui ne devait pas venir dans une élection. Et quand ça vient de la bouche de l'Église, c'est très dangereux. Et je vais finir par là, Aimé, pour ce premier jet. Notez en termes de regard historique et politique que l'Église a toujours été dans cette ambivalence, dans cette dualité. Retenez tous les assauts de Monseigneur Ndormo. Je n'ai pas envie de coller, j'ai envie de dire, d'autres genres de relents. Et retenez qu'à côté de Ndormo, il y avait également son collègue, un autre collègue qui avait un discours. J'ai envie de dire que l'Église ne peut pas prendre en otage des fidèles et influer sur leur libre arbitre. Le Cameroun est un pays qui a une constitution qui garantit un ensemble de libertés, voilà, notamment la liberté d'opinion. Merci Alain Massoka. Nous sommes en direct sur Cam10 Télévision. Merci à vous qui nous rejoignez seulement à l'instant. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur l'une des actualités qui vous aurait marqué. Nous sommes aussi en direct sur la page Facebook. On va saluer Monsieur Antoine Ateba. On va saluer la femme du détail, comme elle se fait appeler. Et puis le top management qui suit religieusement cette thématique. Et justement, on parle de l'Église, mais pourquoi ça devrait gêner Jean-Baptiste Atemengue, vous qui portez aussi la voix du RDPC, ce n'est pas les premiers acteurs de la société civile ou même de l'Église qui donnent déjà un aperçu de 2025 et qui voudraient davantage préserver les âmes ou alors la tranquillité des citoyens ou des fidèles. Est-ce qu'il y a ambiguïté dans ces sorties récentes qui font débat ce matin? Alors, je pense que quand vous dites société civile, il y a la société civile laïque et cette société civile entre guillemets confessionnelle. La République ne gouverne pas les âmes, la République gouverne les citoyens. Et la relation entre la République et l'Église, c'est bien qu'elle soit désormais pacifiée et que l'Église trouve moyen de défendre les idées républicaines et la démocratie. Ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que la République a été instaurée contre l'Église et après des batailles contre l'Église catholique précisément, parce que les valeurs que représentait l'Église en termes de... Non, pas que française. Quand on dit laïque, quand on dit la laïcité, c'est une valeur universelle qui reconnaît la liberté fondamentale des citoyens d'avoir des passions religieuses et de les exercer librement
tout en respectant la loi. Mais la République laïque interdit à l'Église, parce qu'elle a sa référence divine qui n'a rien à voir avec la République, interdit à l'Église de se substituer aux acteurs politiques, aux partis politiques qui sont les principaux régulateurs qui concourent à l'expression du suffrage universel du peuple qui est souverain. L'article 2 de la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple. Et la méfiance qu'il faut avoir, et c'est vrai que c'est la faute aux hommes politiques africains en général, parce que quand vous citez l'exemple de la RDC, quand vous retrouvez la guerre des religions au sommet de l'État, ça dénature la République qui est là pour régler les problèmes de la terre, de vie en harmonie et d'épanouissement matériel et moral vu sous l'angle républicain. C'est-à-dire, parce que la morale religieuse a ses angles d'attaque. La morale républicaine, c'est ce que la loi interdit, ce que la loi autorise, ce sont les libertés fondamentales que la République doit garantir, et un ensemble de valeurs de délibération et ce qui font la démocratie moderne. Et ça, pourquoi il faut se méfier? Parce que se méfier de cette intrusion de l'Église. Comme je vous dis, ce n'est pas nous qui avons inventé la République. Et il faut aller à l'origine de cette guerre entre les religions et la République qui a abouti à des États républicains laïques. Et c'est pour ça que ce que nous observons en Afrique, si vous allez à l'époque de l'émergence des valeurs républicaines que nous avons adoptées, parce qu'il faut savoir faire des choix. Nous avons choisi de bâtir une république. Il faut savoir qu'à l'époque de l'émergence, jamais un évêque à Paris ou à Bonn n'aurait pris une parole pour dire, n'aurait eu le droit d'intervenir comme on le voit ici aujourd'hui. Et je dis, c'est la faute à nous, acteurs politiques, parce que c'est nous qui convoquons dans l'espace public régulièrement ces acteurs religieux, parce que nous pensons qu'ils peuvent jouer un rôle. Mais il faut savoir que c'est un couteau à double tranchant. Et donc c'est aux acteurs politiques d'éviter de convoquer régulièrement ces religieux dans l'espace politique, dans l'espace de la République. Et c'est ça qui va, à mon avis, promouvoir la culture républicaine, qui n'est pas approfondie aujourd'hui. La culture religieuse, elle est bien approfondie. Tout le monde prie, tout le monde croit, tout le monde... Mais nous avons à construire une république. Et une vraie république ne s'accommode pas de ce type d'intervention. Et je dis, la faute est à nous-mêmes, acteurs politiques. Parce que, pour vous raconter une histoire, j'étais encore jeune étudiant à Paris. Je suis revenu ici en vacances. Mon oncle, M. Alingateba, qui m'a élevé, était conseiller municipal à sa retraite à la commune d'Onkola Famba. Et je suis arrivé pendant qu'il y avait un projet de cérémonie où la commune avait reçu des dons d'une commune française et où le maire de l'époque avait organisé une célébration, une messe au sein de la mairie pour bénir ces dons. Alors je suis arrivé à cette cérémonie, monsieur le préfet était là et j'ai interpellé monsieur le préfet pour dire, mais est-ce que cette cérémonie religieuse dans un bâtiment de la mairie est opportune au regard de nos lois? Bon, le préfet m'avait dit, bon, c'est le maire qui a organisé. J'ai interpellé mon oncle, il me dit, effectivement, ici c'est comme ça. Je dis, mais c'est pas ça la réalité, c'est pas ça une république. Et je termine, laissez que je termine. Oui. Donc moi je suis sorti de cette célébration, je suis allé m'asseoir en face pour prendre un rafraîchissant avec des amis et des cousins. Et j'avais retrouvé en face assis l'unique conseiller municipal d'une autre obédience religieuse qui avait déserté cette cérémonie et me disait, mon fils, vous avez parfaitement raison, la preuve, je suis conseiller municipal, je suis mal à l'aise avec ce qui se passe, parce que bien qu'étant le seul conseiller d'une autre obédience religieuse, ceci bafoue fondamentalement mes droits et les droits des autres citoyens qui, dans cette commune, soit ne croient pas en Dieu, soit
ont d'autres obédiences. Et c'est ça le problème que nous commettons régulièrement. Si nous voulons bâtir une république, il faut savoir que la laïcité, tout en autorisant au niveau de l'espace privé, ou semi-public, parce que l'église mais l'église reste la propriété privée des gens ici au Cameroun. Ailleurs on a nationalisé. Donc si on veut vraiment sauvegarder les valeurs républicaines et les consolider, il faut que l'église reste à sa place et les acteurs politiques ne doivent pas tolérer ce type d'intrusion. Parce que moi, personnellement, en tant que républicain pur et dur, je trouve que ces interventions des cardinaux, des évêques dans l'espace public est inopportune dans une république. Elle doit être formellement condamnée. Jean-Baptiste Atemengue, la res publica, la chose publique, étymologiquement, quand on parle de république, tout le monde a peut-être son mot à dire, sauf que quand on va se retourner vers le prélat, beaucoup de langues se délient. Mais est-ce que au fond la question n'est pas posée avec beaucoup de pertinence sur la présidentielle de 2025 qui a fait écho dans beaucoup de paroisses, et quand on a vu la sortie de ces imminentes personnalités religieuses, est-ce qu'il faut craindre pour la suite, parce que c'est une forme de communication, une forme d'influence positive pour certains et pour d'autres qui estiment que c'est une manipulation? Merci Aimé de m'avoir donné la parole après Monsieur le maire, parce que son analyse m'a donné des biscuits. Mais avant d'entrer dans la question de l'Église, j'observe qu'il y a une frilosité de l'espace politique camerounais à l'heure actuelle, à l'orée de la présidentielle de 2025. Et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est à 1 an de l'élection qu'on doit pacifier l'espace? Si pendant 6 ans, on n'a rien fait pour préparer la présidentielle, pour moi c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui on ne peut plus faire un pas sans qu'on nous dise que parce que la présidentielle arrive, on va restreindre ceci, on va faire ceci. Ce n'est pas bon, cette frilosité qui se dégage. Elle envoie un mauvais message aux populations. Maintenant, si je reviens à l'Église, l'article 1er de la Constitution du Cameroun dit que le Cameroun est une république laïque, unitaire et démocratique. La laïcité, de façon principielle, c'est quoi? C'est la séparation étanche de l'Église et de l'État. Donc, ce que j'observe aujourd'hui avec l'attitude de certains, c'est que, finalement, qui parle? Est-ce l'Église ou bien certains hommes d'Église? L'Église n'a pas parlé. Au Cameroun, l'Église a des canons de communication. Le premier étant l'Église catholique, précisément, étant la Conférence nationale épiscopale, qui est présidée par l'archevêque de Bamenda à l'heure actuelle. Il n'a pas parlé. On a 2 hommes d'Église qui, dans un dépassement de fonction, utilisent l'aura qu'ils ont pour instrumentaliser, orienter et véhiculer leur propre opinion. En fait, M. Clédé et M. Jean Barga ne parlent pas pour l'Église. C'est 2 hommes politiques qui s'expriment. Il faut le dire. Ils ont pris la casquette d'hommes politiques et parlent en tant qu'hommes politiques, soit de soutien, soit dans une quête de positionnement futur. Lors de la dernière présidentielle, un pasteur a été candidat. Qui vous dit que Monseigneur Clédé ne veut pas être candidat? Et que dans une stratégie d'élimination anticipative, il veut disqualifier le candidat qui lui causerait ombrage. Donc, je veux qu'on distingue bien que l'Église est calme. Mais c'est certains hommes d'Église devenus hommes politiques, de par leurs attitudes, de par leurs sorties. Il y a un qui est fabricant de médicaments, qui aura beaucoup de choses à faire avec la loi sur la médecine traditionnelle. C'est peut-être là on l'aurait davantage attendu. Il y a un autre qui est promoteur, vraiment, que ma maman qui est catéchisme me pardonne. Il y a un autre qui est promoteur de plusieurs établissements scolaires. C'est vrai qu'on va dire que c'est l'archidiocèse, mais ce n'est pas l'Église catholique. Donc, on a 2 acteurs sociaux bien distincts qui se sont positionnés par leurs actes au fil des années comme des acteurs politiques. La question devrait donc être, est-ce que les hommes d'Église ont le droit d'intervenir sur l'espace politique? Certains diront non.
Parce que sur la question. Il draine des âmes. Moi, je pense que non. Non, il ne devrait pas. Mais par le passé, ils ont eu quelques interventions, toujours liées à la politique. Ça a dérangé. Pourquoi aujourd'hui, l'histoire à l'orée de 2025, non, ça a dérangé. Ça a dérangé. Il a évoqué Monseigneur Ndogmo. Qu'est-ce qu'on retient de Monseigneur Ndogmo au Cameroun? Il paraît même que le nom a été revu, que le nom a été, on a jeté l'anathème sur ce nom. Moi, je dis, à partir du moment où vous avez la capacité de drainer des foules, il faut être honnête. Et l'honnêteté, c'est de dire quoi? Moi, Cléda, je ne parle pas aujourd'hui au nom de l'Église. Je parle en tant qu'homme politique, potentiel candidat. Il faut que vos oreilles sachent que ici, ce n'est pas l'homme d'église qui intervient, mais c'est un homme politique. Et les hommes d'église ne sont pas exclus de la scène politique. J'ai bien dit qu'un pasteur a été candidat en 2018. Donc, le fait d'utiliser l'aura d'église, d'utiliser l'église pour orienter les Camerounais à solliciter la disqualification d'un candidat, j'appelle ça de la malhonnêteté. Manipulation. C'est de la manipulation et c'est à condamner avec la dernière énergie. Ailleurs, dans un pays proche de nous, un militaire a pris le pouvoir. Il n'a pas utilisé l'armée. Il a dit, c'est moi, Oligingema, j'ai décidé de prendre les choses en main. Comment? Non, il se fait donc aider par ces pays. Tous ne l'ont pas accompagné. Tous ne l'ont pas accompagné. C'est pas sérieux. Non, je dis bien ceci. Rien n'interdit, à partir du moment où la Constitution du Cameroun et les lois n'interdisent pas aux hommes d'église d'être des acteurs politiques, il est mieux, pour ne pas créer la confusion. Quelle est la manière dont vous dissociez l'homme dans Non, on dissocie simplement. Comment? Par exemple, à l'heure actuelle, sur ce plateau, j'ai été présenté avec mes doubles casquettes. Mais je ne peux pas utiliser... Cela diminue le potentiel de les autres casquettes en vous. Permettez-moi, docteur Evouna. Mais je ne peux pas utiliser la première casquette parce que pour que je l'utilise, je dois avoir une autorisation de ma hiérarchie. Ne pouvant donc pas utiliser cette casquette, je me limite à ma casquette de journaliste. Un journaliste peut être candidat à la présidentielle. Et puis je me pose la question, pour sortir, pourquoi la candidature de Paul Biya fait-elle si peur? Si Paul Biya aujourd'hui est crédité d'un bilan négatif, mais vous avez donc l'opportunité d'aller le battre avec les élections. Moi, je me serais attendu à ce que des voix s'élèvent pour dire aux Camerounais, ne votez pas pour Paul Biya. C'est un discours normal. Mais les Camerounais s'élèvent pour dire, on ne veut pas de la candidature de Paul Biya. Et lorsque ça vient des hommes d'église et qu'on assimile ça à la voix de l'église, il y a un problème. L'église catholique n'est pas la seule au Cameroun. Il y en a une multitude. On peut donc assister à un choc des églises. Les églises pro-candidature Paul Biya et les églises anti-candidature Paul Biya. C'est déjà le début du désordre, de l'anarchie et potentiellement d'une guerre civile. Il est bon que dans une société, chacun respecte sa posture. Timothée et Somba Bena, c'est vrai que la question est pertinente. Aujourd'hui, comment dissocier justement le personnage de la personnalité, vu que même sur ce plateau, chacun a plus de 3 à 4 casquettes, mais quand il s'agit des questions d'intérêt commun de la nation, est-ce que même si on allait dans l'absurde penser que le positionnement de ces prélats serait pour une présidentielle avec des changements, comment vous, en tant qu'homme d'église, pasteur Jean de Dieu Evouna, vous essayez de justifier à vos fidèles que voilà ce qu'il faut faire, pourtant vous savez que ces fidèles sont acquis à votre cause, c'est une forme d'influence. En une seconde, le principe de l'église n'est pas de dire aux fidèles voilà ce qu'il faut faire. L'église présente les commandements divins et accompagne les fidèles à comment est-ce qu'on pratique. Ça c'est la caricature. Écoutez, on a un pasteur qui vous avez justement, le Cameroun a un sérieux problème de la compréhension et de l'église de manière générale et de son rôle. L'église, c'est surprenant qu'au Cameroun que les gens trouvent scandaleux que les hommes d'église parlent de politique. Ça a toujours été ainsi depuis l'histoire du monde. Le politique et la religion sont
vont ensemble. Je l'ai introduit. L'histoire a toujours été... Les grandes nations, les grandes civilisations se sont construites sur ce. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis les indépendances, je veux dire, l'ordre gouvernant, c'est-à-dire du premier chef d'État jusqu'à... Il dîne avec l'Église catholique. Nous ne nous cachons pas. Comment vous décidez? Laissez que je dise. Comment vous définissez la laïcité? C'est vous qui devez donc nous redéfinir la laïcité. Vous dites que de tout temps l'Église et... Non, je vous dis qu'il y a la laïcité pour vous quand ça vous avantage. Et il n'y a pas laïcité lorsque l'homme d'église se lève et dit nous constatons qu'ici ça ne va pas ou nous souhaiterions que ce soit ainsi. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Je dis pour vous, ça veut dire ceux qui sont les politiques se jouent de la laïcité. En vérité, l'Église catholique au Cameroun a toujours été ensemble avec l'ordre gouvernant. L'ordre gouvernant est avec toutes les églises. Non, je dis bien, monsieur. Le chef de l'État a accordé qu'on construise le génie militaire construit des églises. Le même chef de l'État a accordé que le génie militaire construise la mosquée d'étudiants dans ce pays. Ils ont toujours cheminé ensemble. Ça n'a surpris. Je vais vous poser quelque chose. Monseigneur Jean Zoua, vous vous souvenez de ses prêches devant l'ordre gouvernant? Pourquoi ça ne gênait pas? Il n'a jamais disqualifié un candidat. Non, laissez-moi aller plus loin. Okay. Il a prêché, ça a eu de l'impact, les gens ont acclamé. Vous voulez que nous soyons là en train de vous dire que vous faites bien? Non, c'est pas ça le rôle de l'Église. C'est vous qui êtes dans le miroir du rôle de l'Église. Et je voudrais dire, Monseigneur Cléda a intervenu dans un média. Ce n'était pas sur la chair. Dans un média où il répondait à des questions. C'est ce que j'ai cru suivre. C'est-à-dire, j'ai suivi l'interview. Et vous voulez dire à un homme d'église qu'un média... C'est un homme politique. Mais c'est vous qui refusez qu'il soit homme... C'est vous que ça surprend qu'un homme de Dieu puisse jouer un rôle politique. Non, je vous rappelle que cela... un homme de Dieu qui joue un rôle politique. Il est un homme politique dans son rôle. Cela a toujours été ainsi. Et c'est surprenant que monsieur le maire, qui avait l'Occident, dise que c'est en Afrique qu'on... Non, c'est pas en Afrique. Aux États-Unis, on trouve les pasteurs, les prêtres, dans le rôle politique. Ça ne gêne personne. Pourquoi ça vous fait peur? Ça ne devrait pas faire peur. C'est un pasteur qui gère la CONAC. Écoute, non, justement. Donc, ça ne fait pas peur. Mais ça donne l'air. Non. Ça donne l'air qu'en face, ou alors le politique en général, même de l'opposition, ils ont peur de voir un homme de Dieu, un homme d'église dire ici c'est bon, ici ce n'est pas bon. Que cherche Cléda? Écoutez, je ne saurais dire. Donc, moi je dis clairement que cela a toujours été ainsi. Principalement avec l'église catholique même. Aujourd'hui, nous parlons de Monseigneur Cléda. Avant Monseigneur Cléda, il y avait Monseigneur Jean Zoua. Il était tendre, il était politique. Après Monseigneur Jean Zoua, c'était le cardinal Toumi. C'est dans l'ordre de l'église catholique au Cameroun. Dans la dérive de l'église. Non, ça n'est pas dans la dérive. Ils connaissent ce qu'ils font. L'erreur reculante ne vient pas loin. Non, Timothée, c'est vous qui semblez plutôt vouloir jouer un peu au malhonnête intellectuel, de refuser qu'ils ont toujours joué un rôle politique. Les missions de l'église, que ce soit en sourdine, que ce soit de manière officielle. Sur la chair, Monseigneur Cléda a parlé à une radio, mais Monseigneur Jean Zoua parlait sur la chair. Il dénonçait les dérives à tous les niveaux. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que deux hommes d'église se sont levés, un interpelle les politiques sur des questions de paix. Je vais vous dire quelque chose, monsieur le maire. Vous dites que nous sommes dans une laïcité. Est-ce que vous savez que dans la zone anglophone, après l'hymne national, c'est la prière? Allez demander au gouverneur. Ils vont vous dire que c'est comme ça, c'est de culture. C'est encore la laïcité. C'est notre vivre ensemble. C'est même ça la laïcité. Non, c'est donc ça la laïcité. Sachez donc que dans dans le contenu de votre laïcité, il y a la religion. Nous y sommes. Bien. Jean de Dieu et Bouna. Nous allons pour le dernier tour de table qu'il a entamé justement, Maj Albin,
on vous voit même sur les plateaux parler des questions de spiritualité. On ne devrait pas craindre quand un leader spirituel, je ne vais pas parler, il y a plusieurs appellations qu'on donne souvent à ces personnes, mais là, que ce soit des acteurs clés qu'on connaît très bien dans le prélat, ou d'autres acteurs qui vont certainement, et qui dans leur paroisse prêchent aussi pour la présidentielle 2025, est-ce qu'il faut commencer à craindre pour l'Église par rapport à ces élections, ou alors se dire que c'est une voix qui peut porter et qui peut justement influencer dans le sens des événements à peser en 2025? Le problème, c'est que le clergé des religions abrahamiques joue plus dans la manipulation que dans ce qu'ils appellent amener les âmes à Dieu, ce qu'ils disent régulièrement. Il n'y a aucune spiritualité dans les religions. Je n'ai pas voulu entrer depuis le début dans cette affaire. Il faut qu'on cesse. Nous avons triché une certaine civilisation dite occidentale. Elle ne cadre pas avec nos réalités endogènes. Elle ne cadre pas. Il n'y a aucune spiritualité. On passe le temps à bouffer les cerveaux des gens, à leur bourrer avec des choses tous les jours au nom d'un livre qu'on a intronisé la parole de Dieu révélée aux hommes. Très gros nom comme ça. Alors que l'homme, c'est l'être. Vous savez, en cas de difficulté, en cas de maladie, la connaissance est plus puissante que la croyance. On doit amener les Camerounais à avoir de la connaissance qu'à chanter tous les jours l'hymne d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. L'homme est le Dieu manifesté, l'homme est le je suis. Si aujourd'hui les jeunes Camerounais, la jeunesse camerounaise a cette connaissance, nous aurons un pays qui va évoluer à une vitesse exponentielle. Au lieu d'avoir des gens qu'on bourre d'idiotie tous les jours, en attendant un paradis, on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. On ne peut pas comprendre comment on peut nous dire que l'Église peut se lever pour faire la politique. Moi, je suis contre ça. Et je dis, les vrais hommes de lumière, c'est des hommes qui avertissent, pas dans le sens de faire des choix sur des raisons politiques ou autres, mais qui amènent les hommes à prendre conscience de leur véritable nature, de qui ils sont, pour leur permettre d'être des acteurs de la société. Si tu ne peux pas amener quelqu'un à être un acteur de la société, mais tu lui dis, il faut choisir plus de tel. Tel ne doit pas se présenter, tel ne doit pas faire ça. Que fais-tu? Tu aliènes les âmes. Et pire, la qualité de l'homme par rapport à la société catholique. C'est des archevêques, comment on dit, c'est des archevêques, non, ou quoi, je ne sais pas comment. C'est des gens élevés dans le clergé catholique. Ça veut dire que c'est des gens qui ont le droit de réserve. Parce qu'ils sont dangereux. Ils peuvent mettre les gens en route. Il faut tenir compte de ça. Ils sont dangereux. Et pasteur, j'ai suivi, vous avez dit quelque part, vous avez parlé des religions, des églises, comme si c'est les églises qui peuvent changer la donne d'un pays. Je dis non. Non, c'est impossible même. Vous avez changé? J'ai dit c'est impossible. Non, vous savez, l'État camerounais... Depuis que vous êtes mage, vous êtes mage au Cameroun, qu'est-ce que vous avez changé? Docteur, moi je vous ai écouté, je n'ai pas parlé. Vous avez pris toute la parole, j'ai pris le temps de vous écouter. Souffrez aussi que l'autre parle. Ok, je vous écoute. Je dis, l'État camerounais est en train de revaloriser notre culture. Attendez 10 ans, vous allez voir. Vous allez comprendre. Nous serons là. L'État camerounais, mais l'erreur que j'ai vu, c'est vrai, on va y arriver, je reviens. Et ce que nous devons faire, c'est de jouer le rôle d'éducation, hein, au lieu de prendre un rôle qui n'est pas le nôtre. Si nous sommes vraiment des spirituels, nous devons prendre notre posture de spirituel et rester dans le domaine spirituel. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame que je ne pense pas que l'Église a besoin de s'ingérer de l'affaire politique. Ou l'Église devient un parti politique, il parle politique, il entre à rechercher le suffrage, ou l'Église joue son rôle d'éducateur à la spiritualité. C'est mon avis. Merci Mage Albin. Alors les 3 dernières prises de parole sur la thématique avec Alain Massoka déjà, on va essayer en 3 minutes pour chacun et tirer davantage le message. Nous sommes un dimanche, beaucoup se sont privés d'aller à la messe ou au culte pour regarder le grand débat. C'est aussi la messe du débat sur la télé camerounaise, mais de façon plus posée. Il y en a qui peuvent penser que il y a des intentions cachées, mais il reste quand même que ces leaders d'opinion soignent aussi des âmes. Quand on a vu la sortie de quelques religieux pour accompagner le politique sur des questions de bataille sociale, ça a marché. Aujourd'hui, c'est les mêmes acteurs qui devraient faire quoi pour 2025, puisque la nativité et les présidentielles ont été au cœur des célébrations de Noël 2024.
Et même au Coco, j'ai eu à un moment donné le sentiment d'être dans une paroisse. Dieu merci, vous nous rappelez que nous sommes sur un plateau de télévision. Donc, médiateur. Je vais prolonger cette posture pour vous dire effectivement, je l'ai dit d'entame lorsque j'ai développé mon argumentaire tout à l'heure, la notion de la médiation, il y a beaucoup de corps sociaux, professionnels qui peuvent jouer ce rôle. Nous, les premiers, les médias, parce qu'on a un rôle de reliant social. Je pense que l'Église, je continue de le dire, doit avoir cette posture. La démarche qu'on veut nous faire présenter, je vois l'illustration sur ce plateau, de la démarche manichéenne, ça me semble être favorable pour promouvoir l'amalgame, la confusion des esprits. Je vous ai expliqué que les risques les plus visibles, vous le remarquez, j'ai commencé par vous parler de tricherie. Je suis allé à vous parler même de manipulation et d'instrumentalisation. Je répète, du point de vue de la communication, que représente par exemple l'Église ou alors les hommes d'Église? C'est des vecteurs sociaux. C'est un peu comme une télévision. C'est un peu comme les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont des tribuns. Leur tribune porte. Ils sont conscients de ça. Ce sont ces influences qu'ils développent tout le temps. Du point de vue de la communication, je le redis encore, ils ont un impact sur les consciences. Surtout devant des esprits qui sont fragiles, vulnérables. Remarquez les gaffes. Petit clin d'œil au pasteur, je soutiens totalement le ministre de l'administration territoriale. Passons, c'est une virgule. Je vais aller plus loin. Non, je suis sérieux, je suis très sérieux. Parce que là, on est... Ce qui est bien. Moi, je ne veux pas revenir sur les débats qui ont été évoqués. Je crois que la substance a été relevée. On a bien dévoilé les dessous, les... j'ai envie de dire quoi, discours sous-jacents et surtout les choses cachées que les gens veulent nous cacher. Moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Je crois qu'on s'est très bien compris. Ce qu'il faut surtout relever, suffisamment indiqué, de mon point de vue, c'est que les Camerounais, c'est ça qu'il faut apprécier chez les Camerounais. Ce qu'on appelle l'esprit de la masse, comment on dit ça, du discernement. Les Camerounais aujourd'hui constituent une masse critique extrêmement forte et importante, qui parvient, qui réussit à transcender les influences partisanes. C'est ça qui est bien chez le Camerounais aujourd'hui. Cela est dû certainement au taux d'alphabétisation qui est très élevé. Cela est dû également par une culture très élevée. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. On ne l'a pas vu en 2018. Non, je vous dis ça, vous me laissez parler. Soyez pas impoli sur un plateau de télévision. C'est lui le modérateur. Non, c'est lui le modérateur, monsieur. Je suis un journaliste quand je vous parle. Donc les Camerounais ont le sens du discernement et c'est ça qui est l'avantage. Voilà la piste sur laquelle il faut encourager les Camerounais à suivre de voie. Le reste là, c'est du désordre, c'est de la tricherie, c'est de la manipulation. Le reste là, c'est simplement de l'instrumentalisation qu'on prépare. Les Camerounais sont matures. Même la jeunesse qui aujourd'hui représente environ 70%. Remarquez sur ce plateau, nous sommes quasiment de la même génération. On a cet esprit de discernement, on a cet esprit du sens critique qui transcende les influences des positions dogmatiques et partisanes. Merci Alain Amasrouka pour les 3 minutes maximum accordées à Timothée Somba. Vous avez commencé par planter un décor qui semble démasquer certains dans leur posture, mais c'est votre avis. Il y a beaucoup de réactions qui amènent à penser que pourquoi nous sommes tous contre l'Église. Quand l'Église est utile, on s'en sert. Quand l'Église pourrait être contre nous, on jette du dévolu. Mais pour vous sortir 2025 est présidentiel. C'est pas que la question des églises. Il y a plusieurs corps de métier qui sont impliqués. Les Camerounais sont conscients des enjeux et au fond, même le politique est dans le même discours, que ce soit l'église ou le politique. La réalité est là, 2025. C'est une année charnière pour les républicains qui nous regardent ce matin. Il ne faudrait pas que les téléspectateurs fassent de la confusion. L'article 5 de la Constitution du Cameroun a défini ce qu'elle entend par laïcité. Et qu'est-ce qu'il dit? L'État est laïque. Il garantit la liberté de conscience, la liberté de religion et la liberté de culte. Les missions de l'Église sont connues. L'Église n'en voûte pas en disqualifiant ou en qualifiant un candidat. L'Église forme l'homme, forme l'individu, le forme à la culture de la spiritualité et on aboutit à quoi?
au discernement. C'est la raison pour laquelle je vous raconte cette anecdote. Mon petit frère est inscrit pour être servant de messe. Il déifie le prêtre. Mais un jour, il surprend le prêtre en train de fumer. Il rentre, il me dit, grand frère, comment vous pouvez nous dire de ne pas fumer, mais j'ai vu notre prêtre fumer. Pourquoi mon petit frère a eu cette réaction? Parce qu'il a le discernement. À partir de cet instant, il a dissocié le prêtre de l'homme normal avec ses dérives. Tout à l'heure, j'ai décliné ma posture pour prendre la parole. Rien n'empêche Monseigneur Cléda, dont les propos sont les plus crus, de dire aux journalistes qu'il interviewe. Une fixation. De dire, monsieur le journaliste, je ne vais pas parler aujourd'hui en tant que chef d'église. Je vais parler aujourd'hui en tant que citoyen. Ça situe l'auditeur. L'auditeur comprend que ce qu'il va dire, je ne suis pas obligé de le suivre. Parce que l'église est fondée sur les dogmes. Généralement, les paroles des prélats sont dogmatiques. Alors, lorsque vous ne situez pas votre auditeur sur la casquette avec laquelle vous prenez la parole en public, il peut facilement croire que votre vision est dogmatique et la suivre malgré ses opinions. Là, nous sommes dans un cas de viol de conscience qui est en désaccord avec la volonté de l'Église. Oui, nous sommes typiquement dans un cas de viol de conscience. L'enseignant en classe forme l'élève au discernement, pas à répéter ses choix. Vous pouvez être un enseignant polygame, mais vous n'allez pas obliger vos élèves à être polygames aussi. Vous formez juste l'individu au discernement, comme l'a dit Alain Masoka. Vous lui donnez les outils d'opérer ses propres choix. Donc, le viol de conscience auquel nous assistons est une dérive qui n'a que trop duré avec changer le mot, hein, c'est un peu fort quand même. Non, je l'assume. Non, mais après, c'est sorti peut-être sur un état le viol de conscience. Il y a vraiment. Mais vous connaissez, vous êtes journaliste, que c'est de la dans ce genre d'initiative, l'interviewé connaît un tout petit peu le protocole d'interview. Et si on est allé carrément sur des questions liées à la violence dans les régions anglophones, les élections présidentielles en 2025, la transition pacifique, la santé de Paul Biya, une préoccupation et autres, on est d'accord qu'il a porté sa casquette personnelle pour réagir à ça. Je voudrais que vous chutiez parce que on va sortir de la question avec... je vais dire ceci. En 30 secondes. L'État, l'Église est un relais social. Oui. Par exemple, lorsqu'il fallait communiquer sur la Covid, l'Église est le canal par lequel le gouvernement passait des messages. Les questions de planning familial et autres. Le gouvernement travaille avec l'Église, avec toutes les religions. Ce n'est pas criminel. Mais aucune religion dans aucun monde ne doit disqualifier. Et je vais sortir par cette question qui est l'apanage des religieux. Qui suis-je pour juger? Parce qu'en disqualifiant Paul Biya, Monseigneur Cléda le juge. Je m'arrête là. Alors, merci. C'est vrai que quand on retrace un tout petit peu l'entretien, il n'y avait pas que la question de Paul Biya sur la table, mais c'est peut-être dans l'intention de cette interview réalisée par un confrère de RFI. Est-ce qu'on a l'impression que c'était une forme d'anticipation sur 2025 et que Cléda a joué le jeu, ou alors il aurait été naïf sur la question, ou alors il est dans son couloir habituel chaque fois qu'il veut se prononcer sur les questions politiques? Moi, je pense que Monsieur Somba formule un vœu pieux. C'est pas à l'Église de transmettre la connaissance et le discernement. L'Église a une autre vocation, c'est la République. C'est pour ça que la République a sorti cette fonction et l'a attribuée à l'école républicaine. À l'époque où l'Église le discernement dont il passe, c'est le discernement religieux. Est-ce que la religion permet le discernement? C'est la question. Moi, je pense qu'il faut que chacun reste dans son rôle. La République doit se méfier du fait religieux. La République ne s'en accommode que très peu. Il faut faire très attention. Et nous sommes une jeune République. Et c'est pour ça que en Afrique, on attribue beaucoup de vertus républicaines à l'Église. L'Église n'a jamais été pour la République. Aucune Église au monde. Si dans le contexte actuel, certains dirigeants d'église semblent
s'en accommoder et veulent donc maintenant injecter le dogme dans la République, c'est pas une entreprise républicaine, elle est anti-républicaine. Et c'est pour ça que à position politique, il faut une réponse politique. C'est-à-dire que si les dirigeants d'église sortent de leur rôle dans un État laïque, il faut que la position des acteurs politiques soit tout aussi claire pour disqualifier au nom de la République et pour protéger la République. Parce que ce mélange des genres tue la République à long terme et tue aussi les églises parfois. Parce que quand nous sommes en politique, on rend les coups comme ça se doit. Tous les coups sont permis. Donc ce n'est même pas l'intérêt de l'église, des hommes d'église, d'exposer l'église en prenant des positions politiques telles qu'on le voit là. Les exemples précédents que nous avons cités ici, ça s'est terminé comment? Par des condamnations à mort pour Monseigneur Ndokmo. Mais regardez la position républicaine et laïque du chef de l'État que Monseigneur Cléda veut disqualifier. Vous avez entendu un jour, même dans les relations interétatiques entre le Vatican et l'État du Cameroun, le président de la République s'opposer ou s'ingérer dans les... Il a, en tant que chef de l'État, qui parle à un chef de l'État, ce pouvoir, mais il s'est toujours abstenu. Parce que, par principe, bien que le Vatican soit un État, mais c'est un État religieux, c'est d'abord l'Église catholique. Voilà, donc, à chaque fois que même les acteurs de l'Église du Cameroun, les évêques qui se battent pour les postes, sont allés, parce que pensant que le chef de l'État pourrait intervenir en leur faveur, il leur a toujours dit, je ne m'occupe pas des affaires de l'Église, ce n'est pas mon rôle. Gérez vos affaires entre vous. Et donc ça doit être le respect et l'attitude réciproque. Ça doit être le respect réciproque. Il y a tant de choses à dire sur les églises. Et entre et même je peux vous dire, le volet judiciaire, on l'a tenu très souvent parce que on ne veut pas que ça soit mal interprété, parce que quand il y a des sanctions à prendre contre les hommes d'église, on va dire c'est politique, comme d'ailleurs on le fait déjà quand on prend des sanctions contre des acteurs administratifs, on dit que c'est politique, mais on s'abstient de... Il y a eu violation des lois. Non mais... la loi a été violée où? Ne me faites pas... On parle de viol de conscience, on parle de loi. Moi je suis maire. Lorsque une église fait du tapage nocturne, empêche d'autres citoyens de dormir, c'est le viol de la loi. Mais est-ce que c'est pas la loi? Nous parlons de la sortie. Lorsque dans une chapelle, lorsque dans une chapelle, la loi a été violée. Lorsque dans une chapelle, si la loi n'a pas été violée, ça veut dire qu'ils sont dans leur rôle de prédicateurs de la société. Non, lorsque dans une nocturne, c'est pas la loi. Nous ne parlons pas de tapage nocturne. Mais justement, nous parlons pas de tapage nocturne. On devait fermer. Ce n'est pas la démagogie. Ce n'est pas la démagogie. Ce n'est pas la démagogie. C'est clair. Non, c'est vrai. Ce n'est pas la démagogie. On parle de viol. Je veux dire, il est inadmissible. Non, la nuisance sonore implique. Nous parlons de deux chefs. La nuisance sonore, par exemple, est une violation de la loi. Ça implique fermeture automatique. Vous êtes dans une démagogie qui porte atteinte aux droits fondamentaux d'autres citoyens. Ça implique, pourquoi il y a cette tolérance administrative? Parce qu'on ne veut pas donner l'impression que ces fermetures systématiques, on avertit, mais il faut protéger les autres citoyens. Et les faits d'escroquerie, les faits de ceci, il y en a des multiples. Et lorsque les plaintes sont là, on essaie de gérer dans la médiation. Deuxièmement, ce n'est pas la démagogie. Deuxièmement, parlant de l'église catholique, vous pensez qu'elle a la vertu démocratique qui est totalement installée? Le pape actuellement, il dirige toute l'église universelle. Il ne se prononce pas sur les questions politiques dans le monde. Il est un chef d'État. Mais l'église est une grande organisation. Il est sur la chaise roulante. Écoutez, est-ce que le président Paul Biya est sur la chaise roulante? Écoutez, c'est sur les capacités. Attendez. Le cardinal dit, et vous l'avez repris ici, que 91 ans, une candidature à la tête de l'État, ce n'est pas réaliste. C'est réaliste d'être pape à l'âge que le pape est sur la chaise roulante. Vous pensez que c'est réaliste? Mais c'est votre problème, c'est leur problème.
On n'a pas à se prononcer dessus. C'est dans les règles non démocratiques de l'Église. Personne n'a jamais marché pour revendiquer la démocratie au sein de l'Église. Moi, je suis catholique. Est-ce que vous m'avez vu un jour manifester, protester contre l'absence de toute démocratie à la tête de l'Église? Ou le défaut de pape noir. Ou le défaut de pape noir. Ou le racisme à la tête de l'Église. Salutations. Je voudrais quand même rappeler, c'est une bonne ambiance. Peut-être l'Église n'aime pas beaucoup le bruit. On ne va pas faire beaucoup de bruit sur ce plateau. Jean-Baptiste, Jean de Dieu, suivez le regard. C'est des gens qui sont Timothée. Donc, voilà, un mage. Merci encore à vous, messieurs. Nous allons, permettez-nous de faire une transition, toucher quand même un mot sur la question de la médecine traditionnelle. On comprendra de toute façon pour sortir de la question de la célébration de la nativité avec la question des présidentielles qui s'est invitée. On a beau être sous la casquette individuelle, mais on ne peut pas se détourner de l'aura qu'on a et l'influence vis-à-vis des Camerounais. Peut-être le meilleur à retenir, c'est que la paix accompagne le Cameroun en 2025 avec le chantier des élections présidentielles et pas que, puisqu'il n'y a pas que ces élections présidentielles au menu. On va en reparler, on l'espère, l'année prochaine. Le grand débat, dernière transition pour une seule prise de parole chacun. On parle aussi des questions de médecine et même Monseigneur Cléda fait partie des acteurs de la médecine traditionnelle. 29 décembre 2024, meilleurs vœux à tous ceux qui nous regardent et pour la dernière fois cette année sur ce magnifique plateau du grand débat de Cam10 Télévision. Nous allons pour la dernière partie de ce programme évoquer quand même une autre avancée par rapport à la considération, l'officialisation, on va le dire comme ça de façon triviale, de l'activité des des médecins traditionnels, parce que tradis praticiens, ça peut amener à d'autres réflexions. C'est aussi la bataille de ceux qui, pendant les années de Covid, ont crié haut et fort leur apport. Sauf que, Alain Massoka, dans ce secteur, il reste beaucoup de choses à réguler, parce que qui sera prêt à se plier aux exigences? Là, on n'a plus le choix que d'être aligné, sinon débouté par cette nouvelle loi. Écoutez, je veux d'abord rappeler que cette loi, de mon point de vue, constitue une espèce de restauration de l'équité au niveau médical. Avec beaucoup de relents, hein. On peut avoir plusieurs coutures de lecture, mais je voudrais davantage plaider pour la couture culturelle, traditionnelle. Vous savez, je l'ai dit ici tout à l'heure, nous sommes malheureusement dans une civilisation de mimétisme. Bon, je n'ai pas envie de quereller nos tenues, mais bon, ce sont des choix. À la vérité, nous avons copié et photocopié, mal photocopié même, ce qui nous a été imposé. Ce que les gens ne disent pas suffisamment, il ne faut pas utiliser les faiblesses pour justifier l'exclusion. Ce que les gens ne disent pas suffisamment, c'est que quand on parle de médecine, je suis d'accord que le débat concerne la question de la santé qui est extrêmement délicate. Il y a deux choses qu'il faut convoquer de mon point de vue. La première chose sur la question de la médecine, c'est que, Hermé, les médicaments qui sont transformés aujourd'hui, qui sont destinés à la consommation, c'est quoi la matière première? Elle vient d'où, essentiellement? Les plantes. Elle vient des plantes. Quel est l'environnement qui héberge davantage ces plantes? C'est bien le continent africain. Les arbres, les herbes et d'autres espèces de la nature, je crois que c'est sur nous qu'on vient les prendre. Pourquoi en termes de paradigme, on a voulu faire croire que le début, ça commence à la transformation? Donc je crois qu'il y a, je répète, une tricherie au niveau de la science. Et on a ainsi, volontairement, je n'ai pas envie de revenir sur la religion, voulu occulter la connaissance des Africains. Je veux dire, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est du point de vue anthropologique. Toujours au niveau de la médecine.
Moi, je peux vous dire, témoignage vivant, que moi j'ai été traité d'une de mes maladies chez moi au village. C'est un témoignage vivant, ceux qui me connaissent le savent. Parce que j'avais été attaqué mystiquement. J'avais été déclaré à l'hôpital quasiment dans une position, j'ai envie de dire quoi? J'ai pas envie de la décrire ici, mais suivez mon regard. C'est chez moi dans mon village que je suis allé être traité. Regardez-moi, à ce jour. Je connais un médecin qui m'avait dit que 8 mois suffisait pour moi. Mais regardez-moi aujourd'hui, ça fait quasiment 10 ans aujourd'hui après. Donc faites très attention. À la vérité, c'est une question, j'ai envie de dire quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, de paradigme. Il ne faut pas qu'on pense que la médecine ne peut pas s'intéresser à ce que le continent africain, à ce que notre société africaine peut produire. Bien sûr, on va créer, comme on le fait dans l'Église, je ne reviens pas là-dessus, beaucoup d'amalgames là où il y aura des faiblesses. C'est pour cela que je crois que cette législation va apporter quelque chose de plus. D'abord, la question de la reconnaissance sociale, c'est extrêmement important. Ceux qui œuvrent dans ce secteur sont attribués, regardez un peu en termes de perception sociale, à l'identité de marabout. Non, on devrait plutôt les attribuer à l'identité, j'ai envie de dire quoi, j'ai envie de dire quoi, l'identité africaine, ce qui vient de nous, ce qui est de nous. Mais dans le débat public, au niveau de la civilisation actuelle, on veut faire quoi? Qu'on doit faire la rupture entre ce que nous sommes et devenir ce que les gens veulent qu'on devienne. Vous savez qu'il y a les enjeux en termes d'économie. Vous savez que le continent africain, je vous l'ai parlé tout à l'heure, 2050, c'est une projection de quasiment 2,5 milliards de population. Aujourd'hui, on a 1,3 milliard. Ça fait un marché, il y a des enjeux économiques. Il y a des enjeux économiques. Donc, il y a cette question de reconnaissance sociale qui est fondamentale. Si on commence à parler de la législation, c'est un bon début. Mais je suis d'accord avec vous, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour cela que, encore une fois, des médiateurs comme nous, la télévision, encore une fois, des églises, doivent promouvoir ce paradigme, doivent promouvoir cette perspective. Parce qu'il y va des enjeux, y compris futuristes, sur la question de la connaissance, sur la question de l'essence, sur la question des enjeux géopolitiques, économiques, financiers, culturels. Regardez très bien les vecteurs des puissances coloniales hier, mais aujourd'hui, des puissances simplement. Ils utilisent plusieurs vecteurs. Il ne faut pas que ce vecteur-là demeure au niveau seulement de la science moderne, pas, j'ai envie de dire quoi, le couloir de la médecine. Regardez, les gens veulent, ils préfèrent aller parfois, se passe par, ils préfèrent aller se soigner à l'étranger alors qu'il y a des possibilités au niveau de notre société. En tout cas, merci Alain Amassoka. Ce projet de loi numéro 2068/PJL/1 portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun vient quand même donner un statut juridique davantage à ces acteurs de la médecine traditionnelle, on les appelle docta, quand on n'a pas la bonne appellation. Mais il y a que il faut se référer désormais à un ordre, et c'est là le bas blesse, qui va régir ces acteurs entre eux pour que chacun ait sa place de choix. Aujourd'hui, c'est compliqué d'identifier ou de remonter le pédigré d'un tel autre praticien. Vous êtes chercheur, c'est aussi des chercheurs en médecine traditionnelle. Quel est votre commentaire sur cette nouvelle loi qui est applaudie naturellement, mais qui a quand même des améliorations à faire pour ceux qui en bénéficient? Oui, à rebours de ceux qui utilisent leur aura pour disqualifier certains citoyens, je pense que le président Paul Biya démontre à travers la promulgation de cette loi qu'il écoute la base. Ce projet de loi, faut-il le rappeler, a été porté avec beaucoup de vibrations par le Conseil camerounais des tradis praticiens, parmi lesquels on dénombre, je vais faire un coucou au docteur Gideon, qui est docteur en sciences politiques et tradis praticien. C'est pour dire que parmi eux, il n'y a pas de tête percée. Il y a des Camerounais bien structurés qui ont même fait l'école, leurs humanités, l'école occidentale, mais qui sont nés soit avec des dons, soit ont hérité des dons de leurs parents, soit se sont formés, parce que je parle sous le contrôle du mage Albin, on forme aussi à la pratique de la médecine traditionnelle. Et le président Paul Biya, à travers cet acte qu'il a soutenu
démontre un volet, mais en exergue un volet qu'on a tendance à éluder, la question de la souveraineté sanitaire. Parce qu'il sera plus facile pour nous de faire confiance à ceux que nous connaissons, ceux avec qui nous vivons sur les questions de soins et autres, sachant que les Camerounais et les Africains en général dépensent plus de 50% de leurs revenus sur les questions de santé. Combien de fois nous avons subi des chantages de ces marketeurs internationaux pour la livraison des médicaments? L'Afrique est sur le chemin de la souveraineté complète. Elle passe aussi par la question de la santé. Maintenant, le fait que les tradis praticiens se soient déjà constitués en ordre va leur permettre de... Ils seront une instance de régulation. Et comme je dis depuis un certain temps, la force d'un État n'est pas toujours de pouvoir à tout. La force d'un État, c'est de se doter d'un appareil de régulation fort sur tous les plans pour éviter les dérives. Donc, la médecine traditionnelle parfois faisait peur à certains puisqu'elle était considérée comme une pratique illégale qu'on tolérait au vu de nos us et coutumes. Aujourd'hui, elle entre dans le bloc de l'égalité et elle va faire intervenir un aspect très important, c'est la question de la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, les tradis praticiens ou médecins traditionnels, je ne sais pas quelle appellation ils auront, seront aussi responsables. Parce que dans ce secteur, il faut lutter aussi contre les dérives, des abus de confiance, des escroqueries, des envoûtements et autres. Donc, l'État doit juste se doter d'un appareil fort pour éviter les dérives. Donc, je conclue en disant, on développe aussi un État par la qualité des lois. Et les deux textes de loi, l'un sur l'enregistrement des faits d'état civil et le deuxième sur l'exercice de la médecine traditionnelle, sont des vecteurs de développement de ces secteurs. Merci Timothée Somba-Abena, directeur de publication du quotidien La République. Les tradis praticiens sont pris en compte, un ordre comme les autres corps de métier, mais face à la montée et la croyance des populations à avoir des traitements endogènes, est-ce que ça n'ouvre pas aussi la porte à tous ces charlatans de profiter de cette nouvelle loi et continuer de distraire pas les âmes mais les corps malades? Je m'adresse à vous, Jean de Dieu et Vouna, pour vos 2 minutes de fin sur cette question. Est-ce que tous les corps de métier ont des brebis galeuses, hein? Moi, je dis que c'est une question de souveraineté. Quand c'est bien, j'apprécie. C'est vraiment bien. Pourquoi? Parce que je t'en ai fait part le 21. Nous étions en conférence au Hilton. Tout à fait. Avec le professeur Eroune, qui est cardiologue, l'un des meilleurs au monde, un Camerounais, 5e, un jeune comme nous, qui a mis en place une fondation qui fait quoi? Quand la médecine et la spiritualité travaillent main dans la main. Concrètement, je vais surprendre les gens ici. Hein. Là-bas, nous nous retrouvons avec les tradis praticiens, des pasteurs, des prêtres, où nous traitons des questions de science et de spiritualité, sans stigmatisation. On a des mages comme ça, parce que il est question maintenant. Donc je crois que cette loi est la bienvenue. La dernière conférence était explorer l'interaction entre la spiritualité et la médecine. C'était le 21 dernier au Hilton, où j'ai exposé sur la pratique, comment la pratique de la prière et la méditation et la foi peuvent accélérer la guérison physique. Et j'ai lu dans la loi, on parle du traitement spirituel, où on parle des prières, parce que c'est vrai que entre la religion et la tradition, ça pose un problème. Voilà donc un intellectuel, un professeur de sciences qui vient et nous dit, venez vous asseoir, chacun nous prouve de quoi il est capable, et une interaction entre la médecine et la science. Moi, hier, je causais avec lui, il dit, cette loi est la bienvenue. Pourquoi? Parce que c'est une fondation qui est en train de mettre en place une école, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à l'université, où les mages, où la spiritualité et la science vont se rencontrer pour pouvoir permettre à ce que tout ce que nous parlons là puisse émerger, où on forme des gens. Et je dis, c'est un pas en avant dans le compte du renouveau, monsieur le maire. Et ça, il faut en être fier. Il faut le dire. Et moi, je suis content. Je ne suis pas contre la tradition. Ça veut dire, ce serait être un déraciné. Comme il l'a témoigné, oui, il y a nos traditions qui soignent
là-bas, je découvre des choses où des gens expliquent et il y a véritablement, c'est ce lien donc entre la science et la spiritualité qui doivent être mis en exergue pour que l'Afrique puisse émerger. Je dis c'est une question de souveraineté. Merci pour le clin d'œil au renouveau. La voix du RDPC est portée par Jean-Baptiste Atemengue. On parlait tout à l'heure de Monseigneur Cléda qui n'est pas très tendre avec le régime actuel, mais qui fait partie des grands acteurs de cette nouvelle loi pour avoir apporté une solution contre Covid, qui a eu d'ailleurs le retour de la présidence. On se souvient de la réception à la primature et autres. Aujourd'hui, c'est vous avez oublié un appui symbolique financier. Un appui d'ailleurs. 50 millions. Voilà. Donc, finalement, notre tradipraticien, médecine traditionnelle, peut aussi applaudir. Comment vous appréciez cette loi en 2 minutes, monsieur le maire, avant que Maj Albin ne conclue sur cette question? C'est une avancée parce que, effectivement, il faut encadrer cette réalité. C'est une réalité sociale. Moi, je suis fils de paysan, entre guillemets, parce que je suis né, j'ai grandi jusqu'à 15 ans au village, donc je connais les vertus d'un certain nombre de plantes que nos mamans utilisaient pour guérir quelques pathologies légères et certaines parfois pathologies graves. Mais là aussi, il faut un discernement, parce que les deux médecines sont complémentaires. Il faudrait que le fait d'encadrer légalement les pratiques traditionnelles permettra une communication et une véritable complémentarité entre les deux médecines et éviter effectivement des abus. Et là la loi doit parce que c'est un couteau à double tranchant, ça veut dire que ceux qui dans ce milieu abusent de l'ignorance et du manque de discernement de certains patients pourront être un peu mieux punis ou contrôler, parce que vous avez beaucoup de citoyens qui n'ont pas beaucoup de ressources financières, par moments ont peur lorsqu'on leur présente un devis d'un hôpital de référence et par défaut se rabattent vers soit des pasteurs, soit des prêtres, soit des praticiens pour espérer guérir. Et là, il y a souvent aussi quelques dérapages. Donc, il faudrait, par cette loi, que l'État régule un peu plus ce domaine d'activité qui est réel et qui peut être efficace et complémentaire à la médecine moderne. Mais la médecine moderne restant quand même le cœur de l'action gouvernementale. Et si, quand on dit moderne, c'est occidental, mais on peut donc aussi moderniser notre médecine traditionnelle pour qu'elle puisse, dans le concert des nations, apporter sa touche africaine dans la guérison d'un certain nombre de pathologies. Merci Jean-Baptiste Atemengue. Les tradipraticiens ont 24 mois, ont 2 ans pour se mettre à jour de la nouvelle loi. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette situation. Maj Albin, vous êtes indépendant, pas encore dans la corporation. Est-ce que ce serait facile de fédérer avec les autres esprits pour que la santé soit aussi une question désormais officielle chez les médecins traditionnels? Bon, le tradipraticien n'est pas seulement celui qui guérit, c'est aussi un éducateur, un enseignant à la spiritualité. Et je vais d'une chose, j'ai suivi le pasteur parler beaucoup, il ne peut pas avoir compatibilité entre les religions telles qu'on nous a apportées là et nos réalités endogènes, c'est impossible. Mais vous êtes en train de montrer que vous êtes un pasteur. Nous le faisons. Permettez-moi s'il vous plaît. Vous êtes en train de montrer que vous êtes un pasteur différent des pasteurs. Parce que nous, on connaît ce que c'est que la pastorale des religions abrahamiques. Hein? On la connaît. Et on nous a toujours présenté, nous particulièrement, comme des fils de Baal, de démons et de Lucifer. Bon, je disais donc, par rapport au fait que, je reviens encore, il a parlé que la médecine moderne est la mère de la médecine. Peut-être c'est l'État qui voit. En médecine traditionnelle, on soigne toutes les pathologies. Je dis toutes, monsieur le maire. Et je vais encore aller à dire, je dis bien toutes, et avec la meilleure manière. Et avec les meilleurs résultats, sans endommager le corps. La médecine moderne, on te fait un remède, c'est des produits chimiques. Ça soigne ici, ça détruit à côté. Je pense que la loi est le bienvenu. Je suis indépendant, c'est vrai, mais j'ai fait me conformer parce que c'est une bonne chose. Ça va nous permettre de sortir notre génie. Ça va nous permettre de sortir de l'obscurité.
Et j'ai peur de dire que j'espère que l'OMS va pouvoir accepter le génie camerounais. Parce que je sais ce que le Cameroun peut faire avec cette loi. Je sais jusqu'où nous pouvons arriver. Il faut seulement que ceux qui sont en haut, les blancs, là, puissent tenir à la connaissance qu'il y a au Cameroun, à la connaissance africaine que nous avons, à ce que nous allons faire comme merveille. Nous allons nous arrimer. Et j'ai un peu peur parce que j'ai comme l'impression que cette loi risque de prôner plus la médecine traditionnelle de l'OMS, qui est une médecine qui n'est pas totalement pure, qui utilise des solvants chimiques et autres. En tout cas, on verra, peut-être les textes d'accompagnement vont permettre de mettre un certain nombre de points, parce que je suis de ceux qui pensent qu'on peut faire une médecine traditionnelle améliorée, 100% traditionnelle, sans avoir des produits chimiques à associer, puisque la nature, c'est l'imagination. Tout est dans la nature. Et puisque tout est dans la nature, nous devons sortir de nous-mêmes pour puiser dans la nature cette connaissance qui pourra apporter beaucoup pour notre pays. Bien. Maj Albin, qui est guérisseur et médium, merci pour votre collaboration. C'était sa première dans l'émission Grand Débat. Je voudrais dire merci aussi au pasteur Jean de Dieu Ivuna. À côté de lui, un apôtre du RDPC, Jean-Baptiste Atemengue. Permettez qu'on joue de la République aussi. De la République d'ailleurs. Il a le bonjour de toute la commune de Ngoumou qui va retrouver tout à l'heure. Merci de cette participation au débat du dimanche. Merci Alain Massoka, vivement l'année prochaine pour de nouvelles choses à partager sur le plateau, sans oublier les publications de la République. La plupart des journaux sont en congé, donc on reprend très bientôt la revue de presse après la dernière vague des fêtes. C'est l'occasion pour moi solennellement de souhaiter une année merveilleuse, d'abord au président, directeur général de Camdis Télévision, toute sa famille, vivement que la prospérité et la santé soient au cœur de sa célébration de la Saint-Sylvestre. Sur Camdis, restez connectés, vous aurez des programmes spéciaux qui vont accompagner justement la traversée du 31 décembre pour le 1er janvier 2025. Merci à toutes les équipes de production. Les noms défilent au bas de l'écran. N'oublions pas que le rendez-vous n'est possible que seulement ici. Les téléspectateurs sont au rendez-vous. Merci à vous, milliers de fidèles au grand débat de Camdis Télévision. Vous pouvez revoir l'émission ce dimanche soir à partir de 22 h et mardi, mercredi encore. Mesdames, messieurs, à l'année prochaine et tous les vœux les meilleurs à la grande famille de Camdis Télévision. Au revoir.